Aujourd'hui, on est avec Fanel. Il va nous partager son parcours assez atypique. Intéressant. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir Fanel. Je crois que vous connaissez déjà la chanson. C'est une nouvelle personne, un nouveau parcours. On aura l'occasion de découvrir, d'apprendre de son expérience et aussi d'ouvrir beaucoup de portes. Donc, je vous invite tout simplement à vous abonner. Et chaque mercredi, on vous enverra un épisode. Donc, let's go. C'est un plaisir pour moi, Trésor, d'être avec toi. Partager. Donc, dis-moi tout. C'est qui Fanel? Bon, alors, Fanel, c'est un jeune entrepreneur qui est dans sa, je dirais, deuxième année d'entrepreneuriat à temps plein. Et aujourd'hui, en fait, on a construit un écosystème qui s'appelle Brandéo, qui est un écosystème qui permet, en fait, à des entrepreneurs, à des experts de créer du contenu facilement sur YouTube. Donc, en gros, c'est un écosystème parce que, en fait, dans l'écosystème, il y a justement plusieurs éléments qui font en sorte que, justement, l'entrepreneur ou l'expert puisse se lancer sur YouTube vraiment sans une charge mentale élevée. Parce que la création de contenu, on le sait tous, c'est très énergivore, surtout lorsque tu en fais de ça, par exemple, une source d'acquisition. Donc, du coup, c'est très énergivore et le niveau est très élevé. Donc, c'est très exigeant. Donc, en fait, si tu n'as pas les bons codes, les bonnes stratégies, la bonne équipe, ça va être très compliqué pour toi de gérer tout seul et surtout délivrer tes clients à côté. Donc, en gros, c'est un peu ça notre solution aujourd'hui. Brandéo. Vous prenez une personne X, vous l'accompagnez sur tout ce qui est création de contenu sur YouTube. Sur YouTube, exactement. En fait, on fait tout pour la personne, quoi. Donc, en gros, il y a, comme je parlais tout à l'heure, de plusieurs éléments dans l'écosystème. On a un studio, on a des équipes justement de tournage, de montage, de media maker, de scriptwriter, de YouTube stratégiste. Donc c'est en fait tout ça qui constitue l'écosystème qu'on met à disposition de l'entrepreneur en fait. Ok. Brandéo aujourd'hui c'est une agence qui est en place et tout. C'est une agence et tout. Comment tu es arrivé là à ton chouinage aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas commencé comme ça en fait. Du coup, moi je pense que c'est le processus qui m'a amené là parce que de toute façon, même quand j'ai démarré la création de l'agence, en fait c'était pas ce service-là qu'on proposait. En fait, j'ai longtemps tâtonné avant de trouver exactement le couloir sur lequel, franchement, je souhaitais développer mon expertise et ma notoriété, justement. Au départ, en fait, comment est-ce que naît l'agence? Tout banalement, ça vient du fait que il y a de cela quelques années en arrière, je peux dire 3-4 ans, je créais beaucoup de contenu sur Facebook, sur une page qui s'appelle Étincelle Plus, elle existe toujours. Sur une page qui a plus de 80 000, je dirais même pratiquement 100 000 abonnés. Du coup, en fait, dans cette page, en fait, je rédigeais des articles d'entrepreneuriat, de leadership, de développement personnel, de business et tout, pour vraiment pousser, créer une communauté exactement, tu vois. Donc du coup, c'est cette première expérience avec la création de contenu via Facebook qui m'a permis de comprendre un peu les codes de comment ça se passe. Et justement, cette expérience-là, sur Facebook, m'a développé derrière, en fait, une compétence. Et cette compétence-là que j'ai commencé à proposer, lorsque j'étais encore au Cameroun, à des entreprises, à des entrepreneurs. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc, en gros, au départ, c'était la gestion des pages Facebook où en fait, on rédigeait des articles pour justement des entreprises, etc. On animait en fait leur page. C'était du community management POD sur Facebook en gros. Et du coup, quand j'ai quitté le Cameroun et que je suis arrivé en France, je me suis rendu compte que le service n'était pas, du moins le besoin n'était pas pareil. Parce qu'au Cameroun, il y a, tu sais, en Afrique de manière générale, on utilise plus Facebook. En fait, les réseaux sociaux sont pas les mêmes. En termes de consommation des réseaux sociaux, c'est pas les mêmes types de réseaux sociaux qu'on consomme et tout. Du moins, en termes d'habitude de consommation. Donc, en gros, ici, par exemple, les habitudes, c'est plus Instagram, c'est plus YouTube, c'est plus TikTok. Et Facebook, en fait, c'est has-been ici, tu vois. Voilà. Donc, du coup, quand je suis arrivé, il y avait donc ce besoin-là que j'ai remarqué chez les entrepreneurs que je côtoyais, créer du contenu, en fait, sur ces plateformes que je viens de citer, Instagram, TikTok, les consorts YouTube. Et du coup, quand tu regardes un peu comment est-ce qu'est constitué ces plateformes-là, tu te rends compte que le contenu principal, c'est la vidéo. Le type de contenu principal qui est en vogue sur ces plateformes-là, c'est la vidéo. Donc du coup, vu que moi, à la base, j'étais plus texte, plus rédaction et tout ça,
C'est donc comme ça que, en fait, je me rends compte que non, en fait, je peux pas proposer des textes si c'est pas pertinent. Okay. Et je m'étais aussi rendu compte que même de manière globale, de manière générale, dans la création de contenu, le contenu qui vend le plus, je pense que c'est la vidéo. Moi, c'est mon avis. Autant d'autres personnes peuvent avoir leur avis, mais moi, je pense que c'est la vidéo qui vend le plus. Parce qu'au travers d'une vidéo, tu vois quelqu'un, tu peux engager la personne, bref, la personne peut te connaître, entre guillemets, quoi. Oui. Donc, du coup, c'est ce constat que je fais quand je suis en France. Je me rends compte que, les gens ont besoin de vidéos, de création de contenu vidéo pour leurs réseaux sociaux de manière générale. Oui. Donc, en gros, c'est ce service-là donc que je propose. Et la cible est toujours la même, c'est-à-dire ces personnes-là qui n'ont pas le temps de gérer eux-mêmes. Okay. Non seulement qui n'ont pas le temps, mais aussi de bien gérer, qui n'ont même pas aussi les compétences pour pouvoir bien le faire. Okay. Du coup, c'est comme ça que je commence. Et au départ, donc, en fait, on gérait tous les réseaux, dont on était sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, vraiment LinkedIn, on faisait toutes les plateformes. Ok. Et puis, à un moment donné, en fait, j'avais une problématique qui remontait à chaque fois. Les clients me faisaient comprendre que c'est bien ce qu'on fait, on avait des résultats. Franchement, on avait des personnes qu'on accompagnait qui quittaient, par exemple, pour te donner une autre idée. Par exemple, on prend un compte TikTok ou Instagram, par exemple, qui a 1000 ou 500 abonnés. On le fait péter à plus de 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, ouais. Avec des vidéos qui faisaient 1 million de vues. En fait, ça marchait. Okay. Maintenant, le problème, c'est que derrière, en fait, ça ne suivait pas en termes de rentabilité pour l'entrepreneur. Certes que la personne avait des vues. Visibilité, mais la personne voulait, du moins les clients qu'on accompagnait voulaient vraiment ressentir ça sur le plan business derrière. Okay. C'est vrai que notre impact sur les réseaux sociaux, c'était un élément qui allait permettre à ce que la personne ait un ressenti sur le plan business derrière. Okay. Mais c'était pas le seul élément. Donc, du coup, mais nous, on n'était que sur la partie réseaux sociaux. Voilà. Mais c'était pas le seul parce qu'il y a la publicité, les gens faisaient, et il y a plein d'autres modèles d'acquisition. Mais nous, on était vraiment sur la partie réseaux sociaux. Exactement. Donc, du coup, cette partie réseaux sociaux-là, en termes d'impact, justement, derrière, à ce moment donné-là, c'était pas encore très intéressant pour les clients. Donc, du coup, j'avais cette problématique-là qui remontait à chaque fois. Petite anecdote même, c'est comme ça qu'on a fini par, malheureusement, perdre un contrat. Parce que au final, la personne te dit oui, c'est bien beau, on a des vues, tout ça, mais l'impact derrière, la personne ne pouvait plus se permettre de continuer le financement et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a perdu un client. Mais bon, on a continué notre bout de chemin, on a testé plein de trucs. À un moment donné, même, je voulais plus m'orienter dans la créa, pour les vidéos créatives, quoi, publicité. Un peu comme Short et tout, agence. Franchement, à un moment donné, on a voulu faire ça. Ouais, carrément. J'avais des conseils parce que, vu qu'on était bon dans le contenu court. Parce que tu vois, quand ils disaient on faisait des vidéos à 1 million de vues. En fait, on créait des concepts justement originaux qui buzzaient quoi, sur les réseaux. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas switcher vers plutôt ads et tout ça, tu vois. On a testé, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de retour client pour en faire vraiment un service de telle sorte que, en fait, voici, genre, quand tu vas peut-être prospecter un client, tu dis, OK, voici ce qu'on a fait pour telle marque. Donc, fais-nous confiance, on pourra faire ça pour toi. Donc, vous ne gérez pas vous ne gérez pas la publicité? Non, on ne gérait pas la publicité. C'était que la créative, en fait. Que la créative, on faisait que les créatives originales. Tu vois un peu. C'était un peu ça. Bon, c'était une idée, mais on ne l'a pas vraiment poussé. Ouais, tu vois. Donc, on voulait à un moment donné s'orienter vers ça. On n'a pas vraiment eu de clients là-dessus à faire en sorte qu'on puisse prendre ce chemin. Par contre, à un moment donné, on a eu des clients sur YouTube, pas mal de clients qui sont venus, genre une vague de clients comme ça qui sont venus, principalement sur YouTube, qui sont venus principalement pour YouTube. Donc, bon, c'est vrai que déjà parmi les clients qu'on avait avant, il y avait déjà des personnes qui ont géré le YouTube et tout. Maintenant, à un moment donné, il y a eu donc cette vague de clients qui est venue principalement, sachant que voilà, de base, je m'y connais en vidéo de manière générale, je m'y connaissais aussi déjà sur YouTube parce que j'avais déjà ma propre chaîne, et même avec les clients aussi qu'on avait eu au départ, au démarrage et tout sur YouTube, mais c'était pas encore vraiment le cœur du truc, tu vois. Quand il y a donc eu cette vague de clients qui est arrivée avec qu'on accompagne, la demande de YouTube, exactement, qu'on accompagne uniquement sur YouTube, c'est donc ça qui a fait en sorte que on puisse s'orienter parce qu'on a eu de très 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 bons résultats et les retours n'étaient pas les mêmes que les précédents retours quand on était sur toutes les plateformes, quand on accompagnait le client sur toutes les plateformes. Les retours étaient vraiment différents. Vraiment, c'était le jour et la nuit.
Ok. C'était le jour et la nuit. C'est pour ça que vous êtes concentré sur un seul truc et l'impact, genre vraiment, ça a changé. Ça a changé radicalement le discours, les retours clients qu'on avait. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte que mais YouTube, c'est puissant, en fait. Ouais. C'est puissant. Désolé pour les autres réseaux, mais en vrai, de vrai, pour moi, YouTube, c'est le roi c'est le king, quoi. C'est le king en termes de création de contenu. Et tu vas même te rendre compte que la majorité des personnes qui créent du contenu, parfois, ils ont plus de facilité à percer sur les autres réseaux, mais sur YouTube c'est plus compliqué. Oui, c'est vrai. Tu vois, YouTube, en fait, tu devrais maîtriser l'algo, savoir quoi dire et tout, oui. Exactement. Donc les gens, toujours, même dans l'inconscient collectif et tout le monde sait que YouTube est compliqué. Ouais. Donc, en gros, quand on a eu de très, très, très bons résultats sur YouTube, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas une fois focaliser le service sur YouTube. Ok. Et en vrai, de vrai, plus j'accompagnais les clients sur YouTube, plus moi-même, en fait. Tu étais fier des résultats. J'étais fier des retours. Et moi-même, j'ai commencé à aimer YouTube, à comprendre, en fait, le truc comprendre exactement les codes, comment réfléchir. Je me suis aussi pas mal formé. Et en fait, c'est ça aussi, c'est tout ça. C'est non seulement le fait de tester avec des clients, d'implémenter des concepts, le fait de transmettre aussi, parce qu'à côté de ça, j'avais aussi lancé une formation sur YouTube. Et le fait aussi de continuer de se former auprès des Américains en regardant les newsletters et tout ça. Tout le temps sur YouTube, en fait. Donc pendant un bon bout de temps, j'étais vraiment que sur YouTube. Et c'est là où, en fait, j'ai vraiment... Tu as vu un positionnement parfait pour YouTube. Ok. Et même quand je regarde, en fait, aujourd'hui mes concurrents, ils ne font pas pareil que ce que nous on fait. Tu vas voir, la majorité des personnes qui offrent ce modèle d'accompagnement, genre, on fait tout pour toi en création de contenu, c'est plus les contenus courts. Oui. C'est plus des shorts qui te font. Exactement. Ça, oui. Ce n'est jamais YouTube. Parce que vrai, le personal brand sur YouTube, principalement, je n'ai pas encore vu une agence qui fait ça. Ouais. Mais même quand je regarde encore le positionnement de nos concurrents, je dis que nous encore, on se démarque. Parce que tu vois, nous, comme je disais, en fait, l'idée c'est de construire un écosystème avec un studio, avec des équipes et tout. Et plus tard aussi avec des SaaS, quoi. Ouais. Tu vois, l'idée c'est de développer des SaaS qui permettent de gérer tout ta chaîne YouTube et tout, l'ensemble, exactement. Donc c'est un peu ça, quoi, la vision. Donc pour le moment, on est sur les équipes et les studios de tournage. Bientôt, quand on va stabiliser le business, on va passer au SaaS, on va développer des outils. Donc c'est un peu ça. Tu as dit plusieurs trucs et moi, personnellement, j'ai aimé un mot, le processus. Ouais. Je suis quelqu'un, c'est ma phrase préférée, très au process. Alors, je crois au processus, je sais là où je veux partir. Et à chaque étape, je me dis, c'est un processus. Et dans tout ton discours, je me rends compte que, en gros, pour toi aussi, c'est pareil. Tu étais community manager. Après, quand tu es venu ici, tu as réitéré avec la même compétence sur plusieurs plateformes. Sur plusieurs plateformes, exactement. Et tout au long de ce processus, pourquoi tu n'as pas abandonné? Je connais beaucoup de jeunes, je connais beaucoup de personnes qui se lancent dans une compétence, mais au bout de ces 3 mois, beaucoup de gens abandonnent. Moi, personnellement, je me demande pourquoi tu n'as pas abandonné. En fait, je pense que j'ai toujours eu des résultats qui m'ont permis de croire au process. Ok. Tu peux poser la question à tous mes clients. Moi, j'ai 98% de taux de satisfaction client. Ah ouais. Je te promets, ouais. Et à chaque fois, c'est ça qui me permet de me dire que, c'est vrai que je suis pas encore là où je veux être et tout. Oui. On continue à s'améliorer, de progresser, mais ce sont ces retours-là qui permettent de se dire que... d'évoluer, d'aller chercher plus loin. Exactement. Okay. Tu vois, par exemple, il y a des clients on a fait péter beaucoup de gens sur les réseaux. Ouais, c'est ça ma fierté. Ta motivation. Exactement. Et c'est ça qui au-delà des chiffres, à chaque fois que tu vois les résultats, tu te dis, je dois aller chercher plus loin. Exactement. Vision. Ok, c'est ça. Ouais. Et en gros, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer, par exemple sur YouTube, avec ta compétence est-ce que tu peux dire que c'est du community management sur YouTube ou... Community management, c'est différent. Dans notre service, il y a du community management. Mais c'est pas du community management. En fait, le community manager, son rôle, c'est de poster. En principe, c'est de gérer la communauté, en gros. Donc, en gros, il a des contenus et... C'est pas lui qui crée les contenus. C'est pas lui qui crée les contenus. C'est lui qui poste et qui gère la communauté. Donc, en gros, qui répond aux commentaires, qui répond aux messages, qui poste, qui programme les contenus. Tu vois un peu. Il peut être force de proposition pour les idées de contenu, mais en principe, c'est pas lui qui doit créer. Mais le problème, c'est que on a beaucoup mélangé le rôle le métier du community manager. Aujourd'hui, on s'est dit, c'est lui qui pense la stratégie, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui déploie. C'est pour ça qu'il y a une amalgame, en fait. Mais sinon, en gros, le rôle du community manager, c'est vraiment de gérer une communauté. C'est de gérer une communauté. Poster, tu gères la communauté, c'est tout. C'est tout. Donc maintenant, nous, notre travail, en fait,
Ça va au-delà juste de gérer ta chaîne YouTube. Nous, on ne gère pas ta chaîne YouTube en réalité. Okay. Nous, on te met en place une stratégie de contenu qui est alignée à ce que toi, tu vends par rapport à ton positionnement. Oui. Et on fait en sorte que cette stratégie de contenu-là soit cohérente pour que ça te ramène des leads, des prospects, des clients. Pour que ça te ramène aussi de la notoriété, de la visibilité, que tu ailles chercher des 100 000 vues, 100 000 abonnés, plus même, quoi. En gros, vous mettez en place le personal brand de la personne sur YouTube. Sur YouTube. Donc, vous vous occupez de tout. En gros, c'est ça. Ok. Nous, on demande à notre client d'être disponible que 2 heures par mois. Et le reste, tout est géré. Ok. Tu as dit En gros, tu as une équipe aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Comment tu es arrivé à avoir une équipe? Comment tu gères une équipe aujourd'hui? Comment tu fais le recrutement, par exemple? Comment ça se passe? Très bonne question. En fait, franchement, comme ça, hein. Ouais. Comme ça. C'est même là, en ce moment, s'il y a des personnes qui regardent, en ce moment, on va lancer une campagne, une campagne d'acquisition de talents et tout. Okay. Mais sinon, en fait, en gros, c'est à ce moment donné qu'on tourne le truc que je suis en train de vraiment prévoir recruter au-delà de mon réseau. Okay. Parce que justement, depuis, c'est dans mon réseau. Okay. Et parce que ce que j'ai eu à faire par le passé avec, comme je te disais, Étincelle Plus et tout, c'était vraiment une communauté de plus. J'étais pas le seul à l'intérieur, il y avait plusieurs personnes, plusieurs jeunes hyper intéressants, hyper intelligents, doués sur plein de domaines qui étaient aussi dans la création de contenu. Bref, c'est comme ça que progressivement, en fait, quand moi j'avais des clients, j'essayais toujours de m'entourer de ces personnes que je connaissais déjà dans la communauté, vu qu'il y avait déjà la confiance. Et du coup, c'est comme ça que soit je formais ces personnes-là pour qu'elles puissent bien faire le travail, soit et peut-être avaient déjà des compétences qu'on essayait juste de peaufiner ensemble et tout. Et c'est comme ça, en fait. Donc, en gros, c'est ça qui m'a permis d'avoir une équipe aujourd'hui. Et parfois, c'est des personnes comme ça aussi. De fil en aiguille, parfois, c'est des personnes que je peux rencontrer aussi sur les réseaux. Parce que moi, comme je crée du contenu, c'est vrai que je suis pas hyper régulier en créateur de contenu. Mais il y a pas mal de personnes aussi comme ça qui sont venues par mes réseaux, qui m'ont contacté. On a fait connaissance, ça a matché. Ensuite, peut-être, on a commencé à travailler. Comme par exemple, Steve aujourd'hui, qui est mon bras droit dans Brandéo. En fait, tu vas voir, c'est quelqu'un, en fait, qui, je crois qu'on avait commencé, on bossait que sur la prestation de miniatures. D'accord. Donc, c'est lui qui faisait les miniatures de l'agence et tout. Et en fait, on a très, très bien fité parce que, vu qu'on est tous les deux passionnés de YouTube, parfois, quand on faisait un brainstorming sur une miniature d'un client et tout, les idées fusaient et tout, en fait, on allait dans tous les sens et tout. C'est comme ça qu'on faisait des brainstorming 2-3 heures juste sur une miniature. Et puis c'est comme ça que voilà, il y a une amitié qui a été liée. Et puis c'est comme ça que progressivement, en fait, quand Brandio a voulu passer un step, je lui ai proposé vraiment d'intégrer l'équipe à temps plein, quoi. Ok. Ouais. Donc, bonne nouvelle. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, à la fin, Fanel va nous laisser. Le juge va se décider à lancer l'offre de recrutement. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui ont une compétence réelle. Parce qu'au-delà, dans une équipe, il faudrait avoir des personnes qui sont douées. Donc, pour une compétence réelle, vous pouvez laisser dans les commentaires un message ou dès qu'on aura le lien, je vais vous envoyer dans la communauté et tout. Pour rajouter un peu ce que tu viens de dire, donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir des tueurs, quoi. Okay. En gros, nous, on veut des tueurs, des e-players, gars. Des tueurs, des personnes qui... Et c'est rare, parce que je me rends compte que les gens qui maîtrisent, qui comprennent YouTube, c'est très rare. Marché, c'est très rare, oui. Malheureusement, j'espère que mon message va passer. Je n'ai jamais vu, jusqu'à présent, un Mia-maker qui est plus bon que mon gars Steve. Ah oui. Sur le marché africain, je précise. Oui. En termes d'Africains, peu importe qui soit partout ou soit dans le monde, en fait. Oui. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est plus bon que lui. Et c'est dommage. C'est tellement dommage. Il y a une place, le parce qu'il y a un marché de malades. Les gens, tu vas m'excuser, mais j'ai envie de faire un coup de gueule. C'est-à-dire qu'on veut trop réussir rapidement. Merci beaucoup. Et on refuse de se former et de monter en compétences. Exactement. On refuse de se former et de monter en compétences. Comme par exemple le Mia Making là. En fait, le Mia Making, je dirais, c'est un métier à temps plein. Ouais. En fait, c'est pas juste le graphisme. Le Mia Maker, c'est pas juste parce que tu es bon en graphisme. Non. Tu dois aussi avoir une logique YouTube derrière. Tu dois comprendre justement les codes de YouTube. Comprendre qu'est-ce qui fait susciter le clic. En fait, et quand justement nous on galère dans le recrutement parce que nous on a des prestataires qu'on place en fait chez les clients et en gros parfois on est derrière le prestataire en fait pour lui donc en fait c'est encore nous qui venons pour lui expliquer son travail. Ah ouais. Ça dit que c'est les gens ils ne comprennent pas en fait. Et c'est pareil comme ça, monteur vidéo c'est pareil. En fait on monte une vidéo avec une logique.
On ne monte pas une vidéo juste pour comme mettre ça, les animations, non. On raconte une histoire dans une vidéo. Ouais. On raconte une histoire. Donc, en gros, quand tu montes une vidéo, tu dois être en logique. Ok, quelle est l'émotion que je veux faire ressentir à ce niveau précis de la vidéo? Oui. Donc, en fait, moi, je veux des gens qui ont ce niveau de conscience quand ils font un travail. Ouais. Pas juste des exécutants. Et c'est très, très, très compliqué de trouver ce genre de profil. Oui. Je te promets que je suis même désespéré parce que, bon, après, c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment lancé un vrai recrutement. Oui. Parce que j'avais écouté un podcast où on disait que, en fait, tu dois penser ton acquisition client. En fait, tu dois penser ton acquisition de e-players comme tu penses ton acquisition client. Exactement. Donc, en fait, c'est là où j'ai donc tiqué en disant que, ok, comment moi je parle mon acquisition client? Je fais des campagnes et tout et tout. J'ai dit, ok, je vais faire pareil en fait. Oui. Je vais faire une campagne d'acquisition, je mets le budget pub dessus. Pour le recrutement. Je fais tourner ça et tout. Bénin, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, France. Mais bref. Moi, je me dis, il y a beaucoup. Tu vois, je connais des gens qui sont bons, mais ils ne sont pas connus. Peut-être de ton réseau, peut-être des gens que tu ne connaissais pas avant. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment bons et qui sont focus sur une seule compétence. Et c'est là, genre, dès que tu vas lancer le recrutement, tu pourras avoir d'autres personnalités, d'autres profils. Ouais. J'espère. Moi, je crois que tu verras, tu auras ton homme, genre, dès que tu lances le recrutement. Parce que justement, moi, j'ai épuisé mon réseau là. J'ai pratiquement épuisé les ressources de mon réseau. Donc là, il me faut vraiment aller chercher au-delà de mon réseau, trouver ces personnes qui ont cette compréhension-là, des personnes qui peuvent être focus sur un métier de la chaîne et se dire, en fait, je vais être le meilleur de ce domaine. Franchement, pour moi, un bon minion maker étant en Afrique, il peut gagner même jusqu'à 2000, 2500 euros par mois. Banalement, en fait, juste en faisant de bonnes miniatures. Très simplement. Il faut juste être excellent. Moi, je n'arrive pas. À chaque fois que je petite anecdote une fois, un jour, Steve, il me dit, gars, il faut que tu délègues tes miniatures à une autre personne que lui ne peut plus gérer. Il est full. Il dit que non, mon ami, tu ne peux pas. Qui va comprendre? Qui va? C'est rare de trouver une personne qui a la logique. Exactement. Il y a des gens qui sont bons graphiques. Le but d'une miniature sur YouTube, c'est pas d'être joli, c'est d'être fonctionnel. C'est-à-dire, ça doit respecter les caractéristiques qui font en sorte que le viewer plus se dit, ah, ça c'est une miniature, ça c'est une vidéo que je dois regarder tout de suite. Et du coup, il clique dessus. Il y a une levée psychologique derrière. Il n'y a pas juste le fonction visuel que c'est beau et tout ça. Non, c'est beau, ok. Mais est-ce que ça fait cliquer? Et dans ta chaîne aujourd'hui d'équipe, quelles sont les compétences que vous avez, que tu sais que genre il y a la demande et tout? Franchement, tous les métiers de la chaîne YouTube. Donc en gros, YouTube stratégie, ça aussi, franchement, il n'y en a pas. Je n'ai jamais entendu. Moi, personnellement, je ne connais pas le métier. Voilà. On va créer un nouveau métier, en fait. C'est une ambition, quoi. Qu'est-ce que lui, genre, le YouTube stratégie fait? En fait, le YouTube stratégie, c'est celui qui pense à la stratégie de contenu. C'est ça notre cœur de métier, en réalité. Notre cœur de métier, ce n'est pas le montage vidéo, ce n'est pas les miniatures, ce n'est pas le tournage et tout. C'est qu'on construit l'écosystème, il y a ça à l'intérieur. Mais c'est pas ça le cœur de métier, parce que ce n'est pas une fois de plus ça qui fait péter la chaîne. C'est la stratégie de contenu, gars. C'est les idées de vidéo. Franchement, je te promets que ça paraît tout bête, mais c'est l'idée de la vidéo qui fait péter une vidéo sur YouTube. Ah ouais. Ça joue énormément chanceux. C'est pas le seul élément, mais ça joue pour beaucoup. À partir du moment où tu as une bonne idée de vidéo, même si tu as un montage qui n'est pas de qualité, tu as une miniature qui n'est pas de qualité, bon, le son par contre de la vidéo c'est important, parce qu'il faut quand même qu'on puisse t'entendre. Donc, si tu as un montage qui n'est pas de qualité, ta qualité d'image n'est pas ouf, même si tu bégayes devant la caméra et tout, mais à partir du moment où tu as un sujet qui suit l'attention des gens, la vidéo va faire des vues. Ça va pas exploser, mais au moins, ça va faire des vues. Ça va faire plus que 100 vues, en tout cas. Ça va faire, je peux pas donner un chiffre, mais ça va faire des vues en fonction aussi de l'audience que tu as et d'autres spécificités. Mais ça fera des vues. Donc, c'est quelqu'un, en gros, il pense la stratégie de contenu sur YouTube. Exactement. Donc, en gros, il doit être tout le temps sur YouTube. Genre, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos, qui analyse pas mal les contenus des autres concurrents et tout. Exactement. C'est quelqu'un qui, je dirais, qui passe son temps sur YouTube. C'est quelqu'un qui mange du YouTube tous les jours. Non seulement YouTube Studio, mais aussi les vidéos même sur la plateforme. C'est quelqu'un qui est capable d'expliquer à quelqu'un pourquoi cette vidéo a percé et pourquoi celle-ci n'a pas percé. Je prends par exemple un cas. Nous, on accompagne beaucoup genre la niche business. Tu vois, je dirais à 80%, c'est un peu ça, nos clients. Mais
le YouTube stratégiste, il va pas juste être très bon dans la niche business, ou du moins se limiter dans dans son analyse et tout, dans sa compréhension de YouTube, dans ce qui se fait uniquement dans la niche business. Il va aller au-delà, il va aller regarder les niches voisines, il va aller regarder qu'est-ce qui se fait dans la niche du divertissement, qu'est-ce qui se fait dans la niche du vlog. Trouver des concepts. Exactement, qu'est-ce qui se fait dans la niche, dans toutes les niches en fait. Il va aller regarder qu'est-ce qui se fait dans différents marchés, allemands, États-Unis, il y a encore quel marché, Inde. Oui. Bref, il va aller regarder dans tout ce qui se fait dans les niches, repérer les concepts qui marchent bien, trouver les concepts donc qui ont bien marché sur les niches voisines et trouver le moyen d'adapter ça en fait à ton client, quoi. Ouais. Aux spécificités de son client. Parce qu'une fois que tu as par exemple trouvé des concepts qui marchent bien et que tu peux réappliquer chez ton client, ça en suit pas. Maintenant, il faut réfléchir, c'est quoi donc le sujet de la vidéo. Maintenant, une fois là encore de plus, il faut être quelqu'un de très très cultivé parce qu'il faut aller au-delà de toi ce que tu maîtrises. Okay. Il faut maîtriser la compétence et les connaissances de ton client. Donc si ton client est psychologue, tu dois être un psychologue. C'est un métier, genre, c'est un métier à part. C'est dommage que les gens ne... Moi, personnellement, je ne savais pas. Non, c'est un métier, gars, c'est un métier. C'est un métier. Tu vois, les chaînes YouTube, c'est pour ça que, en fait... Franchement, c'est pour ça que moi, je suis passionné de YouTube aujourd'hui et j'ai vraiment envie de créer un vrai écosystème qui fait en sorte que le YouTube, dans notre communauté, que ce soit en Afrique, mais que ce soit dans le monde de manière générale, puisse vraiment se développer. Tu vois, récemment, même avec un ami, on réfléchissait, on se disait, bon, on veut inviter des gros YouTubeurs à un événement. Ok. Mais quand on regarde la liste des YouTubeurs, en fait, on n'atteint même pas 5. À inviter. Je parle dans notre communauté afro. Ouais. Je ne parle pas français et États-Unis et tout ça. Oui. Afro. Tu vois, mais cite-moi 10 personnes. Tu vois, peut-être, tu peux me citer 10 personnes, ok, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a qui encore? Donc, c'est ça. Ok, le potentiel de YouTube, c'est large. C'est large, c'est énorme. Donc, en gros, YouTube, franchement, c'est une plateforme incroyable. Et du coup, il y a énormément de possibilités dans diverses niches. Et aujourd'hui, justement, on n'est pas encore... En fait, au niveau, par exemple, quand je regarde la communauté française, communauté des États-Unis et tout, on n'est pas encore à ce niveau, tu vois. On a vraiment du retard. Et j'ai vraiment envie d'être un acteur aujourd'hui avec Brandéo qui permet à ce que ce retard-là, en fait, puisse monter en gamme. C'est pour ça que tu vas voir que, même en termes de monétisation YouTube, en fait, c'est pas très intéressant lorsque tu as une communauté africaine. Parce que, justement, le modèle économique n'est pas encore suffisamment développé, ou du moins déjà même le marché, bon, pas le marché, mais plutôt ceux qui créent le contenu, tu vois, il n'y a pas énormément de personnes pour justement créer un marché de telle sorte que les marques vont venir se positionner sur ce marché-là. Voilà, c'est pas énorme, quoi. Tu vois. Alors que quand tu regardes en France, tu regardes aux États-Unis, tu regardes en Inde, tu regardes en Chine, tu regardes dans différents marchés, c'est énorme et tout. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens qui se lancent sur YouTube et percent aujourd'hui. Il y aura beaucoup de marques qui vont venir vers eux. Le marché africain, genre, il n'y a pas encore la publicité des grandes marques françaises, par exemple, des grandes marques anglophones, c'est pas encore ciblé sur le marché africain. Totalement. Et c'est ça le problème. Parce que, pour moi, il faut que le marché puisse évoluer dans plusieurs sens. Déjà, il faut que, en termes d'habitude de consommation, que les Africains soient capables, par exemple, de payer en ligne, de s'acheter. Par exemple, si, ok, il y a même quelques publicités qui tournent énormément ici. Prenons HelloFresh, vite fait. Qui fait passer ses publicités sur YouTube? En fait, il faut juste se mettre à la place de la marque. HelloFresh n'a pas de clients en Afrique. Du coup, c'est pas pertinent pour eux de faire un ciblage sur l'Afrique. Déjà, même que YouTube ne le permet pas, en fait, déjà de base. Donc, du coup, pour que YouTube le permette, il faudrait déjà qu'il y ait un marché suffisant en Afrique et que YouTube eux-mêmes se rendent compte que ce marché-là peut acheter, par exemple, les produits de HelloFresh. Déjà, ça, c'est la première condition. Si on se rend compte qu'il y a cette possibilité-là, bah, ça va permettre à ce qu'un annonceur, par exemple, qui est en France, peut décider de mettre ses publicités, par exemple, au Bénin, en Côte d'Ivoire et tout, parce qu'il sait qu'il y aura un potentiel retour sur investissement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que ce dont on est en train de parler, nous, on est en train de parler là de la publicité in-stream, c'est-à-dire la publicité dans la vidéo. Parce que je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont pas peut-être comprendre ce qu'on est en train de dire, parce que si vous regardez la vidéo depuis l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de pubs. Il n'y a même pas de pub, en fait, sur YouTube.
Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de pub sur YouTube, en fait. Surtout quand tu es en Afrique francophone. Oui. Il n'y a pas de pub sur YouTube. C'est quand moi, je suis arrivé en France qu'il y a vu... J'ai commencé à voir les pubs. Tu as vu qu'il y a les pubs sur Facebook, sur YouTube et tout. Oui. Donc, en gros, c'est un peu ça. Il faut qu'il y ait donc ce marché-là, en Afrique, pour que ces annonceurs-là puissent se dire, ah, c'est pertinent de cibler l'Afrique pour avoir des retours et tout. Ouais. Okay. Mais ça, c'est différent, une fois de plus, de la sponsorisation. Genre, une marque te contacte en tant que toi, youtubeur, créateur et tout, pour te demander peut-être de faire un insert dans ta vidéo, te faire un truc de... C'est deux trucs complètement différents, en fait. Oui. Parce que ce dont moi je te parle, ce que je te parlais premièrement, c'est la publicité in-stream. Donc, dans la vidéo, c'est-à-dire, c'est des vidéos, c'est des publicités imposées. C'est pas toi qui choisis. Genre, quand tu cliques sur la vidéo, boum, il y a une publicité qui s'affiche, quoi. Par contre, tu vas te rendre compte que, et souvent quand tu regardes des vidéos, il y a des partenariats. Parfois c'est le créateur lui-même qui annonce ok, là je vais maintenant on va passer au sponsor de la vidéo. Tu vois, ça c'est deux choses complètement différentes, c'est deux modèles complètement différents. Le premier modèle de la publicité dans la vidéo in-stream que YouTube place automatiquement sur ta vidéo, c'est ça qui permet de monétiser les youtubeurs en fait. Donc en gros, ce que la marque paye, il y a un pourcentage qui est reversé au créateur. Et puis maintenant, ça c'est un modèle. Et l'autre modèle, c'est le partenariat en fait. Qui est direct, quoi, sans passer par YouTube. Donc en gros, tu viens de nous faire découvrir un métier, YouTube stratégiste. C'est ça. Comment une personne aujourd'hui peut se lancer dessus, genre on peut décider d'apprendre cette compétence, combien de temps il lui faudra? Il peut pas terminer d'apprendre, mais pour déjà faire ses preuves et tout, comment il peut se démarquer, comment il peut se lancer et tout. Avant de répondre à ta question, tu me demandais d'abord les compétences plus exactement, voilà. En gros, il y a donc YouTube stratégiste, il y a Media Maker, il y a scriptwriter, il y a monteur vidéo. C'est les 4 cœurs de métier en fait de ce qu'on fait. Et le YouTube stratégiste en fait, il doit maîtriser tout. Pas forcément être bon, mais avoir les codes. Avoir les codes pour faire de bonnes miniatures, avoir les codes pour faire un bon montage vidéo, avoir les codes pour faire un bon script writing. Pour moi, j'associe plus le script writing au métier de YouTube stratégiste. Parce que le script writing, tu vois, c'est aussi extrêmement puissant. Parce que c'est ça qui fait en sorte que finalement, un viewer se dise « Ah ouais, ça c'est une vidéo intéressante et je vais rester. » Parce qu'il y a une valeur qui est dégagée dans la vidéo. Et cette valeur, ça vient de ce que le youtubeur ou le créateur ou l'entrepreneur ou l'expert dit dans sa vidéo. Et ça vient de quoi? Ça vient de la préparation du sujet et ça vient justement du script. Parce que nous, en fait, c'est ça notre modèle de travail. On scripte toutes les vidéos. Donc, quand on a un client, toutes les vidéos sont scriptées. Et du coup, ce script-là, justement, il faut aussi avoir des codes de YouTube, tu vois, pour pouvoir savoir à quel moment, par exemple, retenir l'attention, à quel moment lâcher une info, à quel moment retenir une autre information. C'est pas juste rédiger un texte, quoi. Donc, en gros, tu as dit YouTube stratégiste, le scripteur, scriptwriter et le monteur, le media maker. C'est ça. Par rapport au YouTube stratégiste, comment il peut développer, comment il peut apprendre cette compétence aujourd'hui? En vrai, c'est déjà, premièrement, être passionné par YouTube. Ça, c'est la première chose, être passionné par YouTube, être dans un écosystème où, en fait, la personne voit des projets YouTube passer à chaque fois. En fait, c'est ça. Je dirais, en gros, le YouTube stratégiste, c'est quelqu'un qui a eu l'expérience en tant que scriptwriter, monteur vidéo, media maker, par exemple. En fait, en gros, pour t'expliquer, c'est pas obligé qu'il ait une expérience en tant que scriptwriter, monteur vidéo, media maker, non. Moi, par exemple, je ne suis pas ni monteur vidéo, ni media maker. Par contre, mon truc de base, c'est plutôt le scriptwriting. Pour moi, en fait, tu dois avoir une compétence phare et ajouter à cette compétence phare YouTube stratégiste. Tu vois un peu. Donc, en gros, par exemple, mon collaborateur Steve, lui, son truc phare, c'est plus le media making, tu vois. Moi, mon truc phare, c'est plus le script writing. Une autre personne, ça peut être le montage. Tu vois un peu. Maintenant, à côté de ça, tu peux ne même rien maîtriser, mais c'est quand même, ce sera difficile de ne rien maîtriser, quoi. Moi aussi, je comprends bien, tu vois. Un monteur vidéo aujourd'hui, maintenant, peut décider de se focaliser sur YouTube. Exactement, c'est ce que je veux dire. Tous ces contenus et tout, il va maîtriser l'algo YouTube pour permettre à ses clients. Exactement. Donc, techniquement, quelqu'un qui a une compétence déjà en montage vidéo, en miniature, en script writing, peut justement maintenant se former, se perfectionner pour comprendre YouTube, devenir un bon YouTube stratégiste et améliorer même aussi déjà lui-même son travail. Par exemple, comme tu prenais le cas du monteur vidéo,
si tu rajoutes la compétence de YouTube stratégiste, oui. tu auras non seulement la capacité de proposer des meilleurs sujets à ton client, des meilleures idées, des meilleurs angles, mais aussi, même dans le montage, dans la rétention de l'attention, oui. tu auras des trucs que tu vas mettre en avant, des infos que tu vas vouloir mettre en avant pour retenir l'attention et faire en sorte que le spectateur reste jusqu'à la fin. Okay. Mais c'est très difficile en fait de ne que être monteur vidéo, parce que quand tu rajoutes l'aspect YouTube stratégiste, en fait tu n'es plus un monteur vidéo, parce que ton travail ne va plus se limiter au montage vidéo, mais ton travail va maintenant consister à conseiller le client que voici ce qu'il y a lieu de faire, voici ce qu'on peut faire, voici comment est-ce qu'on peut améliorer. Tu vois, c'est ça en fait le travail du YouTube stratégie. Parce que en gros, le monteur vidéo, il reçoit la vidéo, il la monte, point barre. Oui. Alors quand tu rajoutes le truc de YouTube stratégiste, tu deviens un conseiller. En fait, tu es un consultant en gros. Okay. Tu es un consultant YouTube chez le client. Si tu vois un peu ça comme ça en gros. Je vois. C'est un peu comme un consultant en marketing digital, quoi, ou un consultant en publicité, ou c'est pas un consultant informatique vient dans ton entreprise te conseiller par rapport à telle problématique exactement. Okay. Par exemple, si tu veux bien gérer tes données, sauvegarder, sécuriser et tout, et en tenant compte de ta structure et tout, le consultant informatique va arriver, va prendre en compte un certain nombre de choses, de l'environnement, comment tu travailles et tout. Il va te proposer une solution adaptée à ça. Oui. C'est exactement ça le même métier, mais plutôt sur YouTube. Je vois. Exactement. Et tu vois que, pour ajouter peut-être, tu vois que ce consultant informatique-là, peut-être, il n'aura pas les compétences, peut-être, tu dis, en cybersécurité, ou en réseau, ou je sais pas, en câblage et tout ça, tu vois. Mais, il va faire appel à d'autres personnes. Il a une équipe. Okay. Il a une équipe, il a un expert de chaque domaine, il a un expert en cybersécurité, il a un expert en réseau par exemple. C'est lui maintenant qui va les manager en mettant en place peut-être l'infrastructure. Il va dire, ok, voici ce que je veux comme ça, que ça soit comme ça. Et c'est exactement ça le rôle du YouTube stratégiste. Par exemple, tu peux dire c'est une évolution de nos compétences. Exactement, c'est ça, c'est une évolution de nos compétences, en gros, c'est ça. Et c'est lui donc qui va maintenant manager les monteurs vidéo, les media makers, les scriptwriters. C'est lui qui suit, parce que c'est lui qui sait exactement ce qu'il veut. Okay. Exactement. Maintenant, il place chaque talent à un pôle et il suit le tout pour que ça puisse aller chercher la performance et les résultats pour le client. Je vois. Et toi, genre, c'est ce que tu fais sur YouTube aujourd'hui? C'est ce que je fais aujourd'hui sur YouTube aujourd'hui. Pour donner un peu de grandeur pour les chiffres et tout, combien une stratégie peut gagner aujourd'hui? Genre, on peut espérer gagner? En gros, ça dépend. En termes de facturation client, par exemple, le YouTube stratégiste peut facturer, ça dépend de quoi est inclus dans ses offres. Okay. Mais par exemple, uniquement pour l'aspect stratégique, accompagnement sur le plan stratégique, il peut facturer 2 000 €, 2 500 € par mois pour un client. Pour un seul client. Ouais, pour un client. Maintenant, s'il faut rajouter montage vidéo, s'il a une équipe derrière, ça augmente encore le panier. Ok, je vois. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est pas tout le monde qui travaille avec des YouTube stratégistes. Tu travailles avec un YouTube stratégiste à partir du moment où tu veux faire de YouTube un canal d'acquisition. Tu veux faire de YouTube un levier de performance, un levier de crédibilité. Tu veux en fait, c'est pas le niveau amateur, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc en gros, quelqu'un, des contenus, exactement, créer. c'est pas quelqu'un qui se lance sur YouTube, qui vient de démarrer son activité, qui vient de démarrer un business, ne peut, bon, sauf s'il a les moyens, quoi. Bon, oui. Sauf s'il a les moyens pour investir justement, pour mettre ça en place. Mais sinon, ça va être compliqué de tenir parce que tu n'as pas un business derrière qui te rapporte du cash. Financer 2 500 €, 3 000 € par mois pour une chaîne YouTube qui au démarrage va être lent. Parce que de toute façon, le YouTube stratégiste n'a pas une formule magique, n'a pas une baguette magique. Il met en place des concepts il s'appuie sur des données, sur des statistiques, sur des recherches. Et c'est aussi ça. Le YouTube stratégiste, en fait, il ne prend pas ses décisions à la volée. Ok. C'est pas genre, j'ai une idée. Bon, ça, c'est par exemple quand tu deviens excellent, très bon, et que tu as une intuition hyper poussée. Mais au démarrage, en fait, tu dois toujours te baser sur les données. Ok. Même quand tu recherches un sujet, tu dois te rassurer que est-ce que le sujet a un potentiel de viralité? Est-ce que le sujet est suffisamment connu dans la tête de l'avatar de ton client? Est-ce que c'est un sujet qui suscite de l'émotion? Est-ce qu'il y a une tension derrière? Est-ce qu'il y a des rebondissements? Donc en fait, il y a plein d'informations qui font en sorte que tu ne valides pas un sujet juste parce que tu trouves intéressant
toi, à titre personnel, tu trouves ça intéressant, tu ne le valides pas parce que toi, à titre personnel, tu trouves ça intéressant. Non, tu dois t'appuyer sur des données. Et en fait, il y a même la taille du marché parce que tout sujet a une taille de marché adressable. Ça s'appelle le TAM. Ok. TAM, taille de marché adressable. Ok. Donc en gros, il doit se rassurer que le sujet qu'il propose, est-ce que c'est une taille de marché adressable? C'est-à-dire, est-ce que la taille du marché est suffisamment grande pour qu'on puisse aller chercher le maximum de vues possible? Parce que c'est ça le mythe aussi que j'ai envie de déconstruire. En fait, beaucoup de gens pensent sur YouTube que c'est parce que tu fais des vidéos à 200 vues, 300 vues, tu vas attirer forcément sur ta chaîne des personnes hyper qualifiées qui vont acheter ton offre à étiquette. C'est complètement faux. En gros, tu vois, à un moment donné, il y a eu une vague sur YouTube, genre, je me prends pas la tête, je fais mes vidéos en brut, je fais des vidéos en brut, je fais des trucs, full valeur et tout, tu mets, et ça fait 200 vues maximum, parce que tu ne te prends pas aussi la tête derrière et tout. À un moment donné, beaucoup de gens ont pensé que c'est ce genre de contenu qui va forcément attirer des prospects qualifiés parce que justement, vu que c'est un contenu où il n'y a pas entre guillemets d'artifice, tu vois un peu, qui vont venir enjoliver le truc. Donc en gros, les gens se disaient que ça va attirer des prospects qualifiés, quoi. Mais c'est complètement faux, c'est pas vrai. Parce que même quand tu fais du mainstream, tu attires aussi des prospects qualifiés. Et c'est ça notre but, c'est de faire du mainstream au maximum possible. Et dans la cible et dans le trafic qu'on va drainer sur la vidéo, il y a des personnes qualifiées à l'intérieur. C'est dense, hein. Non, franchement, c'est dense. Moi, je viens de découvrir un truc que je ne savais même pas. C'est vraiment dense. Tu parles de ton sujet, tu maîtrises parfaitement ton sujet. Comment tu as connu Internet, comment tu as connu YouTube, comment tu as connu le community management et tout. C'est ça, moi, je veux savoir, ce parcours et tout. Je suivais beaucoup d'entrepreneurs à un moment donné. C'était ton jeune âge? Ouais, c'était pas dès mon jeune âge. Déjà, quand j'étais 2019-2020 par là. Ah ouais. Après aussi, il y a eu la période de confinement là, qui a aussi encore boosté le truc. Ok. Ouais, donc en gros, moi, j'ai commencé à suivre le contenu business très très tôt, genre 2018. Par exemple, Yomi Denzel. Moi, je suis Yomi Denzel depuis, frère. 2018. Même Philippe Simon et tout, je voyais ses vidéos au démarrage et tout. C'est comme ça que j'ai découvert la création de contenu. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu faire pareil, quoi. Plus tu passes de temps dans un univers, dans un écosystème, plus tu t'y adonnes, tu vois, exactement, tu es moulé, tu penses comme ça et du coup, tu as envie de faire un peu comme ce que tu vois et tout. Ok. Donc, c'est un peu... C'est ça. Ok. Et est-ce que sur ce parcours jusqu'à aujourd'hui, tu as eu affaire à des clients, chiants, qui t'ont fait passer une mauvaise expérience? Ouais. Ouais, une fois. J'avais même raconté ça sur ma chaîne YouTube. Mais bon, la vidéo n'est plus disponible. Parce que c'est ça aussi le problème quand on démarre une activité, quand on n'a pas suffisamment confiance en soi, quand on bricole, on se débrouille, tu vois. Quand tu es dans cette phase-là, justement, tu te prends, toi-même, tu te négliges, tu vois. Donc, toi-même, tu brades tes prix, tu brades ta valeur. Et du coup, vu que toi-même, tu la brades, les clients la négligent, en fait, tu vois. Le client néglige la valeur que tu es capable d'apporter. Donc, en fait, c'était un peu ça un problème. C'est-à-dire que j'ai vu très clairement que la personne a beaucoup négligé la valeur, tu vois, de mon travail. Et pourtant, moi, je faisais... en gros, pour donner un peu le contexte, en gros, je faisais des voice aux clients pour expliquer qu'il faut qu'on mette en place ces stratégies et tout. Je faisais des longs voice, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et tout. Et du coup, le client, il n'écoutait pas. Ah ouais. Mais tu fais les longs voice et tout. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après ça, je peux comprendre, tu vois, le client peut être occupé pour ne pas... et tout. Et après, là où vraiment, ça m'a fait le déclic, je crois, la personne... J'ai envoyé un message et tout. Après, la personne était en train de faire un truc. La personne m'a dit, je ne veux pas laisser ce que je fais pour venir écouter... ou pour venir lire le message d'un vidéaste ou d'un truc comme ça. C'était un peu un truc comme ça que la personne m'a dit. Donc je vais pas laisser ce que je fais pour venir lire ton message à toi. Donc moi je me dis ok, d'accord, y a pas de souci. Bon, on va arrêter le contrat, je te rembourse. J'avais travaillé, mais je te rembourse totalement. Moi c'est un peu ça aussi un principe avec moi, c'est que quand on s'entend pas, moi, je préfère être la personne qui paie dans le truc. Je préfère te rembourser. Franchement, va avec ta malchance, entre guillemets.
Va avec ton argent. Oui. Je veux pas de ça comme argent, tu vois. Oui. L'argent, c'est une énergie, donc je veux pas de ça. Va avec. Je préfère te remettre. En gros, il n'avait pas du tout ta valeur à toi. Il dit un vidéaste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. Mais ça a façonné ton parcours aujourd'hui. Ça a façonné. Franchement, il y a eu pas mal de trucs. Franchement, ce que je peux dire par rapport à ça, et c'est vrai que là, je suis encore en train de travailler ça, c'est franchement, il faut monter en compétence pour pouvoir avoir confiance en soi. Sauf si tu as confiance en toi naturellement. Mais pour moi, ma confiance vient de ce que j'arrive à produire, tu vois. Ok. Il faut vraiment que les gens, même si tu démarres et tout, ne te prends pas comme un débutant ou comme un amateur, en fait. Essaye de te renseigner au maximum sur les prix du marché et applique ces prix même si tu démarres, même si tu es amateur. Franchement, tu vas gagner énormément de temps. Moi, c'est la problématique que j'ai parce que je suis pas encore sorti de cette problématique. Okay. Parce qu'en fait, tu vois, au démarrage, vu que je suis seul, je me débrouille, il faut absolument que je fasse entrer du cash. Je me dis, bon, je peux brader mes prix, je peux prendre tout et n'importe quoi. Oui. En même temps aussi, après, je vais te dire le revers du truc. Mais je reste d'abord sur mon argument de base et tout. Donc, je démarre et tout, donc du coup, je peux brader mes prix. Le problème, c'est que quand tu vas évoluer, quand tu vas vouloir justement apporter plus de résultats, tu vas te rendre compte que tu as besoin de plus de ressources aussi pour apporter plus de résultats. Tu as besoin de ressources pour aller faire un travail de qualité. Okay. Et tu vois que c'est compliqué maintenant d'augmenter ton tarif parce que tu es avec des clients qui ne comprennent pas pourquoi tu veux augmenter tes tarifs. Je vois, parce qu'on te paye déjà trop cher. Pourquoi augmenter tes tarifs? Donc, c'est compliqué. Donc là, maintenant, tu vois, tu es obligé de prendre sur toi, de prendre sur ta marge, parfois de ne même pas avoir de marge. Mais tu es obligé de livrer le travail, quoi. Et après, dans le revers, donc, il disait, c'est quoi? C'est quand même que ça te permet tout de même de pouvoir avoir tes premiers résultats sur lesquels tu vas communiquer pour aller chercher de nouveaux clients à tes justes prix. Donc, c'est pour ça, moi, c'est un peu ça, entre guillemets, aujourd'hui, l'excuse que je me trouve et que finalement, je me pardonne pour cette erreur parce que je me dis, ok, finalement, ça m'a quand même permis d'avoir d'excellents résultats avec mes clients et qu'aujourd'hui, ça fait un peu, entre guillemets, la renommée que j'ai. Moi, à mes débuts, pour certains clients, j'avais fait du travail gratuitement pour donner des prix bradés et tout. Mais ça permettait d'avoir les premiers résultats, genre des vidéos de témoignages et tout. C'est un peu une stratégie, je dirais, qu'on conseille aussi parfois. Mais là, maintenant, tu viens de dire, genre, en gros, à un niveau donné, il faut savoir, faut connaître ta valeur et aller au-delà de ça. Exactement, c'est ça. Il faut se renseigner sur les prix du marché, connaître exactement ce que vaut ton travail et être aligné avec ça. Même si tu décides de te positionner en dessous de la concurrence, tu dois au moins être informé par rapport à la valeur du travail que tu produis. Et moi, aujourd'hui, c'est ça l'un de mes combats. La création de contenu coûte cher. La création de contenu coûte extrêmement cher. Arrêtez de bricoler le contenu cher, client. Quand je vois les budgets que les gens... Mais tu vois, par exemple, Legend, le podcast Legend. C'est une bonne équipe, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, franchement. C'est une grosse équipe de plus de dizaines... Hugo Décrypte, je crois. C'est dizaines de personnes. Toute une chaîne, hein. C'est toute une chaîne. Oui. C'est une grosse équipe. Des gens qui sont en CDI à temps plein. Exactement. Tu vois, et j'avais aussi écouté une vidéo où on disait qu'ils avaient eu un financement pratiquement 1 million d'euros. Ah ouais. Tu te rends compte, 1 million d'euros. Et aujourd'hui, en fait, ça ne m'étonne pas qu'ils soient le podcast numéro 1. Exactement, oui. La création de contenu coûte cher. Et si aujourd'hui, tu n'as pas les moyens pour pouvoir être au standard, c'est compliqué. Je suis désolé, mais c'est compliqué. Tu vas trimer. Je dirais, il fallait te lancer en 2018, en 2015, en 2016. Là où il fallait te lancer en bricolant. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de passer sur les réseaux, du moins, de venir avec un concept, avec quelque chose de travail réfléchi, si tu ne mets pas un budget derrière pour faire du bon travail. Moi, je suis quelqu'un qui préfère la qualité à la quantité. Quand tu as validé la qualité, va maintenant sur la quantité. Fais plus de quantité, mais qualitatif. Mais pour moi, en fait, il faut faire un travail de qualité. Le travail de qualité, une fois de plus, ça coûte très cher. Ça fait beaucoup d'années que je me dis, je vais me lancer sur les réseaux, faire des contenus et tout. Mais à chaque fois, j'ai une trac, j'ai peur de parler devant la caméra et tout. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients aujourd'hui qui sont dans cette situation? D'avoir un script d'un prompteur et de
fais l'exercice de telle sorte à devenir excellent au prompteur. Ok. Ça doit être genre une activité qu'il doit faire régulièrement. Exactement, ouais. Jusqu'à devenir excellent. Ou même pas forcément. Genre, à chaque fois que tu fais une vidéo, non, à chaque fois, forcément, tu vas t'améliorer avec l'exercice du prompteur. Et le but, c'est pas d'être performant dès le départ. Non, c'est pas ça le but. Après, on n'est pas genre sur Netflix. Tu vois un peu. Donc, en gros, on reste quand même sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a quand même l'aspect fait maison qui doit un peu rester. Donc, en gros, le but n'est pas d'être genre top fait performant, quoi. Genre avoir la meilleure aisance ou les bons mots, la meilleure diction et tout. Non. À partir du moment où tu arrives juste à aligner les phrases et tout, parfois tu peux même lire phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe. Moi, ce que je recommande souvent, quand tu as des difficultés, genre, tu lis paragraphe par paragraphe, quoi. Okay. Si tu n'as même pas le prompteur, ce que tu peux faire, c'est que tu rédiges quand même ton texte et tout. Et puis, tu le rédiges quand même de telle sorte que genre, en paragraphe, des courts paragraphes et tout. Et genre, tu essaies de mémoriser un paragraphe, tu lis devant la caméra, tu retiens bien la position à laquelle tu t'es arrêté, tu regardes, tu relis le paragraphe qui suit, tu essaies de le mémoriser et tu reviens, tu continues devant la caméra. Ça serait très fastidieux. Peut-être tu vas faire 1 heure dessus, mais c'est comme ça que tu fais progressivement pour t'améliorer. La création de contenu, ouais, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Et ouais. Okay. Et c'est pas quelque chose, quand tu as un business, tu peux pas négliger la création de contenu, quoi. Et c'est encore de très, très, très beaux jours devant nous, quoi. Ouais. Ok. Aujourd'hui, Jean, toi, comment tu arrives à avoir tes clients? Comment tu fais la prospection? Tu as une équipe aujourd'hui. À tes débuts, par exemple, comment tu faisais? Pour ceux qui démarrent aujourd'hui avec une compétence et tout, quels conseils ou qu'est-ce que toi tu as eu à faire? Qu'est-ce que tu as retenu de ce parcours? Et de ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire? Quelles sont les erreurs que tu as eu à faire et que tu les conseillerais d'éviter? Moi, au démarrage, en fait, j'ai eu à prospecter, mais j'ai prospecté dans mon réseau. Donc, en gros, j'ai identifié des personnes que je voyais un peu, genre quand je partais à des événements et tout, je voyais des personnes, je me suis dit, peut-être la personne aussi peut être intéressée par rapport à ce que je fais et tout. Ouais. Et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prospecter. Et j'ai envoyé des messages et tout, personnes qui me répondaient, d'autres qui me répondaient pas. Oui. Mais franchement, c'est pas genre j'ai fait ça sur 10 personnes, et j'ai ciblé 3-4 personnes pour démarrer. Et après aussi, bon, il y a certaines personnes qui voyaient aussi ma chaîne YouTube qui m'ont contacté aussi par là. Mais sinon, au démarrage vraiment de Brandéo en France, j'ai ciblé 2-3-4 personnes et que j'ai envoyé des messages sur WhatsApp. Et boum, c'est comme ça en fait qu'on a commencé à travailler. Pour toi, le réseau, c'est un levier. Pour moi, le réseau, c'est un levier très, très, très puissant. Pour moi, c'est comme ça en fait que j'ai toujours trouvé mes clients. Aussi la recommandation. Donc, en gros, c'était 3 choses. Oui. Première chose, les personnes qui venaient vers moi, naturellement. Deuxième chose, la recommandation. Et troisième chose, les messages que j'ai envoyés, mais j'ai pas appliqué la stratégie là, genre sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai fait ça j'ai fait 2-3 semaines. Même pas 1 semaine, j'ai envoyé les messages. Et après, j'ai eu des réponses et puis c'est comme ça qu'on a démarré. Et le truc aussi, c'est que moi, le modèle de mon business, j'ai pas besoin d'avoir 20 clients, 1000 clients, quoi. Tu vois, moi, à partir du moment où on signe, généralement, on signe déjà sur 3 mois. Donc, ça fait qu'au moins, déjà, sur 3 mois, je sais que j'ai une récurrence avec toi. Et généralement, mes clients, comme je te disais, on est resté en vrai, YouTube, c'est plus de 6 mois, quoi, exactement. Minimum. J'ai jamais fait des clients en moins. À part peut-être la cliente qui s'était mal passée, on n'a même pas fait on a fait peut-être 1 mois. Mais le reste, ça a toujours été genre 6 mois en montant. Ok. Donc, en gros, c'est ça. Donc, vraiment, démarrage Brandéo, jusqu'à présent même, la majorité de mes clients, c'est, comme je t'ai dit, c'est les personnes qui viennent naturellement, qui me cherchent, c'est-à-dire qui voient un peu mon travail. Je suis même pas... c'est ça aussi, il faut qu'on aborde ce point après. C'est-à-dire, je suis même pas si présent que ça. Mais les gens refusent quand même à me contacter, à me dire, ok, voici que je vois ce que tu fais et tout, je veux bosser avec toi. J'ai eu pas mal de clients comme ça. Qui ont vu mon travail sur YouTube et tout et qui m'ont contacté. Et je dirais les recommandations aussi. Les recommandations, genre, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait dans ça? Boum, c'est comme ça qu'on me recommande. Et puis voilà, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça, vraiment. C'est ça, pratiquement les 1 an de Brandéo, ça a été ça. Réseau, bouche à oreille, recommandations. Ça a été ça. Si tu as été recommandé à ce niveau avec des clients qui sont satisfaits, c'est que tu as un process. Tu suis un processus pour délivrer tes clients et tout. Tu peux nous détailler ton processus aujourd'hui, quand tu signes un client, comment ça se passe et tout. Qu'est-ce que tu vas chercher au-delà de la prestation? Qu'est-ce que tu vas chercher des métriques et tout? Nous, on a mis en place un formulaire. Donc, quand un client signe chez nous, en fait, il remplit un formulaire. Déjà, il faut qu'il
préserve au moins 1h30 pour remplir le formulaire. C'est hyper long. Du coup, il doit vraiment être posé. Ouais. Il doit répondre à ce formulaire. Et nous, derrière, ça nous permet justement d'avoir certaines données qui nous permettent d'établir la version 1 de sa stratégie de contenu. OK. Et dans la stratégie de contenu, en fait, il y a, premièrement, qu'est-ce qu'on va identifier? La quête. C'est quoi sa quête? C'est quoi son combat? Prends par exemple un film que tu regardes sur Netflix. En gros, le héros, il a toujours un objectif à atteindre. Oui. Il a toujours une quête. Il se bat pour quelque chose. Oui. Récemment, j'ai vu une série. À chaque fois, tu vois, il y a une phrase qui me marquait dans son truc, c'est qu'il disait « J'ai foi en ma destinée, j'ai foi en ma destinée, j'ai foi en ma destinée ». Donc, en gros, c'est lui le héros de la série et tout. OK. Et en fait, moi, je me suis identifié à son histoire. Je vois. Tu vois, oui. Je me suis identifié à son histoire. À chaque fois, donc, tu vois, souvent quand le film veut, du moins l'épisode veut démarrer, tu vois, il y a soit un résumé. Et à chaque fois, à la fin du résumé, c'est lui qui parlait. À chaque fois, à la fin, il dit « J'ai foi en ma destinée ». Okay. Donc, en fait, tu sentais que le gars, il se bat pour quelque chose, pour une cause. Et vraiment, justement, c'est ça le truc du truc. Il avait vraiment des trucs qu'il devait atteindre. Il se voyait quelque part, tu vois, un peu. Oui. Et moi, j'ai accroché. Franchement, à chaque fois que je voyais le truc, il dit moi aussi, j'ai foi en ma destinée, j'ai foi en ma destinée et tout, tu vois. Donc, c'est un peu ça. En trouver gros, le truc là qui va te permettre à tes clients de garder... Et de garder ses viewers, en fait. Okay. En gros, aujourd'hui, l'audience ne s'abonne plus pour rien. L'audience s'abonne pour de bonnes raisons. J'imagine que toi-même, pour t'abonner sur une chaîne YouTube, il y a un truc, il y a un intérêt, tu vois. Il y a quelque chose qui te dit, ah ouais, je veux m'abonner à lui. Donc, en gros, par exemple, lorsqu'il y a une quête, tu vois, c'est très facile pour que les personnes qui te suivent s'identifient à toi. Et la quête là doit te dépasser. Ça doit être une quête plus grande que toi, en fait. Okay. De telle sorte que les gens se disent, ah ouais, ça vaut la peine de te suivre et vraiment de s'abonner parce qu'on veut vraiment voir comment tu vas te battre pour cette cause. Okay. Donc, en gros, tu deviens le porte-étendard de la cause que tu défends, de cette quête, en fait. Sur YouTube, tu deviens le porte-étendard. Donc, nous, les questions là nous permettent d'identifier ça. C'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir aussi un fil conducteur tout au long des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir des personnes, ils te font des chaînes YouTube, tu vas sur les vidéos, en fait, tu vois les concepts, les vidéos n'ont ni tête ni queue, aucune cohérence, tout est différent aujourd'hui, sauf si c'est lui la niche de sa chaîne. Ça, c'est différent. Ok. Ça, c'est différent. Mais sinon, une vraie chaîne a une cohérence dans les vidéos, a une quête. Bon, après, c'est notre façon de travailler une fois de plus. D'autres personnes vont te dire, ils ne font pas comme ça. Ils ont peut-être des résultats. Mais nous, c'est notre façon de concevoir le YouTube tel que nous, on le perçoit. Donc, nous, on doit identifier la quête, on doit identifier le positionnement, on doit identifier les sujets phares du client, on doit identifier la fréquence des vidéos, on doit identifier d'autres éléments qui font donc cette stratégie de contenu que je dis version 1. Ok. C'est la version 1 de la stratégie de contenu parce que c'est pas définitif en fait. Oui. L'idée, c'est d'avoir une ligne directrice déjà pour démarrer les premières vidéos. Okay. Et c'est au fil des vidéos justement qu'on sort, qu'on teste et tout, qui nous permettent de valider est-ce que la V1 de la stratégie qu'on a proposée, est-ce que ça vaut la peine de la continuer ou alors est-ce qu'on l'ajuste. Tu vois un peu. Voilà, donc en gros, en fonction des retours des vidéos. Donc en gros, l'étape 1, pour revenir sur le process de ta question, donc l'étape 1, c'est ça. C'est la stratégie de contenu qui vient du formulaire. Okay. Étape 2, on valide les idées de vidéo. Et dans chaque idée de vidéo, on propose en fait au client un brief. Donc en gros, dans le brief, c'est un document qu'on conçoit. Oui. Et en fait, on explique au client pourquoi cette idée de vidéo, pourquoi c'est pertinent. On explique le potentiel de viralité, on explique qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un sujet intéressant. On donne déjà un peu une sorte de plan. Donc si tu valides, voici comment est-ce qu'on va potentiellement traiter le sujet. Voici. On te donne vraiment, on te dresse ce truc. On commence aussi déjà à te proposer des potentiels titres de la vidéo, des potentiels concepts aussi de miniatures de la vidéo. Donc en fait, on réfléchit à tout ça avant même de commencer le script, avant même de tourner la vidéo, avant de monter. Or, l'erreur que les débutants font, c'est qu'ils ont déjà tourné toute la vidéo. C'est lorsqu'ils sont en train de publier la vidéo sur YouTube qu'ils se disent que bon, je peux même mettre quel titre en fait à cette vidéo. Oui. Non, tu mets la charrue avant les bœufs. Tu dois d'abord réfléchir, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on puisse cliquer sur ta vidéo avant de la tourner, parce que ça ne sert à rien. Tu peux dépenser 1 million d'euros pour tourner une vidéo, mais si on ne clique pas dessus, mon frère,
Ça ne sert à rien, j'en fais. Tu as dépensé, tu as jeté de l'argent par la fenêtre, littéralement. Oui. Littéralement. Donc la deuxième étape, c'est ça. Le brief des idées. Une fois que le client valide, on passe à la partie production. Donc dans la production, il y a plusieurs éléments. On rédige dans le script. On fait le tournage. Donc soit le client fait le tournage de son côté, soit on fait le tournage ici, dans notre studio. Une fois que le tournage est fini, les monteurs prennent le relais. Le media maker prend le relais à partir des concepts qu'on avait identifiés. Il commence à faire les A/B testing pendant que le monteur, lui aussi, il est en train de... Du moins, il commence à proposer les variantes de la miniature pendant que le monteur est en train de faire de finir le montage et tout. Et une fois que la vidéo est prête, boum, on la poste et on suit le process, quoi. Parce qu'après que la vidéo est postée, on peut encore modifier le titre miniature, faire plein de modifications, en fait, qui font en sorte que moi, par exemple, à titre personnel, sur ma chaîne et plusieurs, même chez les chaînes des clients, parfois on a posté une vidéo, ça n'a pas démarré, on a fait des changements et c'est là où ça a décollé. C'est pour ça que j'aime YouTube, en fait. Parce que tu as la possibilité... YouTube, c'est beau. Parce que regarde, c'est différent de TikTok et Instagram. Oui. Quand tu as posté sur TikTok, tu as posté sur Instagram, bah en fait, c'est fini. Tu fais confiance à l'algorithme. Tu fais confiance à l'algorithme. Alors que sur YouTube, tu as la possibilité de venir encore changer la miniature, changer le titre. Tu as même la possibilité de couper des extraits de ta vidéo. Sérieux? Sachant que la vidéo est déjà postée sur YouTube. Oui, tu peux couper des extraits de ta vidéo. Moi, par exemple, je l'ai déjà fait. Je me suis rendu compte que, en fait, j'avais mis un truc qui n'était pas intéressant. J'avais mis une présentation de moi, genre après l'introduction, j'avais parlé un peu de moi et j'avais vu que ça faisait chuter un peu la rétention. Du coup, j'ai coupé cette partie, en fait. La vidéo était assortie, j'ai coupé parce que là, j'étais en train de regarder le watch time. Oui. Donc, en gros, en fonction de la durée de ta vidéo, en fait, il y a un palier que tu dois atteindre en termes de watch time pour que YouTube se dise, ah ouais, ça c'est une bonne vidéo et que je peux la recommander. Du coup, si tu mets des éléments qui sont pas intéressants, tu tues ton watch time parce que cet élément que la personne qui n'est pas intéressante, que le spectateur va passer à regarder, vu que c'est pas intéressant, bah en fait, il va sortir de ta vidéo. Or, si tu supprimes ça, le temps qu'il aurait dû passer sur cet élément pas intéressant, il va le passer sur un autre élément plus intéressant et potentiellement il peut rester. Donc du coup j'ai supprimé ça de la vidéo quoi. Et du coup ça a amélioré le watch time et ça a fait décoller la vidéo. Donc en gros il y a des optimisations qu'on peut faire après que la vidéo a été sortie. Donc ça c'est toujours dans l'étape 3. Maintenant dans l'étape 4, c'est maintenant la partie acquisition. Donc nous en fait on a des partenaires comme par exemple toi, avec qui on va commencer à bosser sur tout ce qui est, une fois qu'on a des clients et qu'on veut mettre en place des landing pages et bref, des systèmes qui permettent de collecter des leads et tout ça, tu vois. Donc nous, c'est un peu ça l'étape 4 parce que nous, en fait, on dit que, ok, nous, c'est qu'on t'accompagne sur YouTube pour générer des vues et tout ça. Mais l'idée derrière, c'est que ça te ramène des leads, ça te ramène des prospects. Donc, en fait, il faut genre un système pour pouvoir, soit une landing page, soit c'est pas un lead magnet ou quelque chose, pour pouvoir collecter, ou c'est pas un truc qui reconduit vers un calendrier iClose ou Calendly et tout, pour pouvoir collecter les rendez-vous et tout ça. Donc, nous, en fait, on suit ça aussi. Ça, c'est l'étape 4. Et l'étape 5, on scale. De l'étape 5, une fois qu'on a déjà validé les tout et tout, là maintenant, en fait, on a pratiquement, je dirais, à l'étape 5, soit une V2 de la stratégie de contenu, soit une VF, donc une version finale de la stratégie de contenu. Et là maintenant, on a beaucoup de data parce que le YouTube Studio, il est très riche en termes de data. Ça te donne ce que ton audience regarde en termes de concurrence, ça te donne les vidéos que ton audience regarde, ça te donne l'âge de ton audience, ça te donne quand ton audience est connectée, ça te donne plein d'informations. Même encore, il y a des outils où aujourd'hui je vois comment YouTube est en train de mettre en place l'IA sur les tableaux de bord YouTube Studio qui permettent aussi de réfléchir sur les idées de vidéos et toutes les tendances, regarder les tendances, qu'est-ce qui peut potentiellement marcher ton sujet. Donc en fonction maintenant de ton YouTube Studio, là on peut augmenter la cadence des vidéos pour aller chercher plus de volume quoi. Parce qu'on a déjà validé le palier de la qualité, les abonnés sont déjà rassurés que nous on produit du bon contenu. Donc si on augmente la cadence, bah en fait ça va suivre quoi. Donc on va faire plus de leads, plus de cash et donc c'est un peu ça. Donc ça c'est la 5e étape. Ok, parfait. Donc en gros tu as un bon système, genre un bon process que vous suivez avec vos clients aujourd'hui et tout et qui marche très bien. Quelle est la plus grosse réussite clientèle que tu as eue jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup hein. Il y a une dame qu'on a pris franchement de zéro. Pratiquement, on démarrait avec elle sur YouTube, je crois qu'elle était à 1000 abonnés.
Franchement, il bricolait, tout et tout. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Ça fait 1 an déjà qu'on bosse ensemble. Tu vois, ça, je dis que moi, je gagne mes clients 1 an, quoi. Tu vois, un peu sur le long terme, tu vois. Donc, ouais, tu vois, là, par exemple, elle a, je crois, 36 ou 37 000 abonnés. Hein. Ouais. Tu vois, et à 37 000 de 1000 abonnés. à 37 000 abonnés et tout. Ouais. Avec sa chaîne qui est autofinancée grâce aux revenus de YouTube. Ok. Ça, par exemple, elle, ça, belle transformation, franchement. Gros impact dans sa vie. Au-delà même au-delà de YouTube et tout. Gros impact dans sa vie. Gros shift, en fait, en termes d'impact, quoi. Ouais. Gros shift, c'est-à-dire que tu pars vraiment de non-name à quelqu'un qui impacte, tu vois. Exactement, oui. Grâce, en fait, à ta mission, grâce à ce que tu voulais impacter les gens avec. Oui. Ça n'a pas de prix, gars. Ça n'a vraiment pas de prix. Littéralement. Donc, il y a ça. Il y a aussi des personnes où, genre, on venait d'ouvrir, là, littéralement, la chaîne YouTube. La première vidéo qu'on poste, c'est plus de 100 000 vues. Première vidéo qu'on poste. Sérieux, ça décolle. Allez, hop, 100 000 vues. Ouais, ça, c'est des trucs, quand même, que... de belles expériences. Il était comment? Ouais, c'était une femme encore. Elle était contente, quoi. Ah oui, genre, tu postes une première vidéo, ça fait 100 000 Allez, hop, vues. la vidéo, elle a fait en sorte qu'elle atteigne les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, directement, là, elle a atteint la monétisation. Ouais, ça s'enchaîne. Boum, ça s'enchaîne. Chaud. Ouais. Par exemple, il y a aussi un autre client. Pareil, on démarrait avec lui, il était à 3000 abonnés. Frédéric. Frédéric, on a retravaillé la stratégie de contenu, on a tout retravaillé, les idées, tout. Et puis, avec lui, on a arrêté la collaboration après 6 mois. En gros, là, quand on a arrêté, en fait, il était à... tendait vers les 50 000 abonnés, en tout cas. Donc, de 3000 à plus de 45 000 abonnés, en fait. 6 mois. En 6 mois. Tu vois. Donc, franchement, il y a de belles transformations. Et j'avoue que derrière, genre, passer de 3 000 à 36, 50 000 abonnés, genre, il aura un bon réseau. Des contacts. Bah oui. C'est ça, il dit, en fait, ça n'a pas de prix, quoi. En fait, ce que mes clients me payent, Oui. ça ne vaut pas ce que moi je livre en termes de valeur. Ouais. Aujourd'hui, en fait, je peux le dire clairement, en fait. Ça n'a pas de prix, gars. Ça n'a pas de prix, le fait d'avoir une chaîne YouTube où tu sais que tu es écouté, tu sais que tu postes une vidéo, ça va avoir de l'impact. Ça n'a aucun prix, en fait. Ça n'a pas de prix, littéralement. Ça, c'est ok, ça peut être le prix de notre prestation. Mais en vrai, ouais. C'est beaucoup plus que ça, quoi. Et le business model derrière une audience, une communauté, ce n'est pas seulement la monétisation. Ce n'est pas seulement la monétisation. Aujourd'hui, j'entends une communauté, tu peux tout lancer. Totalement. Il y a encore, par exemple, même encore récemment, une dame qu'on accompagne, psychologue et tout, elle aussi, elle démarre de zéro, avec une chaîne à moins de 50 abonnés. La première vidéo peut-être n'a pas décollé comme on espérait. Je crois que c'est la deuxième vidéo qui a pété, quoi. Plus de 60 000 vues et tout. Et puis, allez, hop, ça a été lancé, quoi. Comment tu prends la casquette infopreneur? Frédéric, il est dans une niche business, psychologue. Comment tu arrives à prendre toutes ces casquettes? C'est ça que je t'ai dit, justement, que tu dois avoir les casquettes de tes clients. C'est ça. Le YouTube stratégiste, en fait, c'est quelqu'un de polyvalent. Déjà, à la base, c'est quelqu'un de très cultivé. C'est quelqu'un de très intelligent. Je n'ai pas peur de le dire. Oui, c'est quelqu'un qui comprend les sujets. Il peut être peut-être réservé, timide et tout, mais il doit vite comprendre. C'est quelqu'un qui comprend les choses, en fait. Qui comprend le monde dans lequel on vit. Qui n'est pas juste derrière son ordinateur. Qui comprend, qui analyse les sujets, qui a une capacité d'analyse, de proposition de sujets. C'est quelqu'un qui est vraiment... C'est quelqu'un d'intelligent, quoi, de cultivé, en gros. Je sais pas quel mot je vais dire ça pour... Franchement, je m'imagine ça dans la tête. Passer d'une journée, tu fais du business. Ouais. L'autre, tu parles en tant que psychologue. C'est clair. Parce que là, tu vois, par exemple, ce qu'on a fait avec la psychologue, c'est qu'on identifie quels sont les sujets qui peuvent intéresser son audience. Ouais. Et pour ça, il faut aller chercher les sujets dans son domaine de la psychologie et tout. Il faut comprendre à qui elle s'adresse. Le public à qui elle s'adresse. Maintenant, trouver le sujet qui peut adresser qui peut être intéressant par rapport à ce public-là. Donc, c'est un peu ça. Même pareil avec la première personne dont j'étais parlé, qu'on a pris à 1000 abonnés et qui a plus de 36 000, pareil avec elle. Il a fallu qu'on puisse travailler suffisamment les idées, itérer, jusqu'à ce qu'on a finalement trouvé le concept qui marche bien pour elle, quoi. Ouais. Tu vois, donc, ouais. Toi, aujourd'hui, genre, tout ce parcours t'apporte quoi? Au-delà des chiffres, je ne parle pas des chiffres, mais culturellement, la personne que tu deviens, genre, comment tu te sens? Franchement, moi, je suis fier de moi. Je suis fier de moi quand même, de ce que j'accomplis. Ouais, gars, c'est vrai que
je rêve grand. Je suis pas encore... J'estime que je suis justement resté trop dans l'ombre, tu vois. Mais moi, je pense que c'était une phase qui était extrêmement importante pour moi parce qu'il fallait que je travaille sur moi. Il fallait que je travaille mes connaissances, ma compétence. Il fallait que je travaille, que j'apporte des résultats à mes clients. C'est pas facile d'apporter des résultats. C'est une charge mentale de ouf, quoi. Du coup, il fallait que je passe par ce process-là. Et honnêtement, je suis très, très, très satisfait de mon parcours. C'est vrai que c'est compliqué si je te partage toutes les galères par lesquelles on passe. C'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Mais moi, je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas le fait d'avoir terminé les études et de m'être directement lancé dans l'entrepreneuriat. Je ne regrette pas. Et s'il fallait faire le même choix, je le referais encore. Je conseille même aux gens de faire pareil. Mais après, bon, une fois de plus, chacun a ses réalités et tout. Chacun a ses objectifs, ses ambitions. Mais pour moi, je suis extrêmement fier de moi. Et je sais pas, j'ai cette impression-là qu'on est au début de quelque chose d'incroyable, en fait. D'incroyable. Franchement, parce que quand je regarde aussi le marché, je vois personne qui fait ce que je fais. Donc, du coup, j'ai vraiment cette motivation-là de me dire, ah ouais, il faut juste que je tienne bon. Que tu tapes encore, que je reste focus. Moi, en fait, je me suis dit, dans Brandéo, j'ai 10 ans. Ah ouais. Je me suis donné 10 ans. Là, je suis à la 2e année, frère. Tu vois, sur 10 ans. J'ai 10 ans que je vais rester que sur Brandéo, en fait. Que sur Brandéo. Je vais construire Brandéo. Avant, je disais que j'ai une vision long terme, mais pas sur 10 ans. Je ne sais pas. En fait, en gros, je sais pas ce que je vais faire dans 10 ans. Genre, les projets que je vais lancer pour Brandéo. Mais je sais que je me suis donné 10 ans pour réussir. Ah ouais. Genre, c'est 10 ans, quoi. Je suis vrai, en fait, et pour moi, en vrai de vrai, je pense qu'on est vraiment au début, au démarrage. Parce que, tu vois, on n'a pas encore suffisamment aidé les experts de leur domaine à être visibles. Il y en a tellement dans le monde entier, mais aussi dans notre communauté. Mais il y en a tellement de personnes qui ne sont pas visibles. Et moi, aujourd'hui, c'est un combat. Le fait que les gens sur les réseaux sociaux peuvent facilement s'inventer des vies, peut facilement fake avec l'IA aussi, peut facilement se prendre pour des experts de leur domaine. Bah, pour moi, ça devient aussi un peu comme une cause, tu vois, une cause que je défends, tu vois. Et justement, aujourd'hui, il faudrait que ces experts-là puissent reprendre leur place, puissent reprendre vraiment la place qu'ils méritent sur les réseaux sociaux, leur place d'experts, et d'arrêter de faire en sorte que les entre guillemets charlatans volent leur place. Parfois on dit le monde ne sera pas détruit par les méchants, mais par les bons qui ne font pas le travail, par les bons qui restent invisibles et tout. J'ai tellement d'anecdotes, bro. Tellement, même encore ce matin, je discutais avec une prospect. Je pense qu'elle va passer à l'action. Elle me disait pareil, en fait. Elle est excellente dans ce qu'elle fait, mais elle voit des gens aujourd'hui qui se mettent sur les réseaux, se mettent à vendre des formations sur son domaine. Mais elle, en fait, elle a une école à Lyon, tout est carré. Elle a 5 années d'existence de son école et tout. Ouais. En fait, elle a du truc concret, quoi. Elle a du concret, elle a des éléments concrets qui font en sorte que en fait, on peut dire que c'est vraiment une experte de son domaine, tu vois. Mais aujourd'hui, elle n'est pas visible, personne ne connaît qu'elle existe, sauf ses clients dans son entourage, en fait, tu vois. Donc, c'est ça, malheureusement. Encore avant la semaine, non, au milieu de cette semaine, un autre prospect aussi, qui va potentiellement passer client. Pareil, il a une fintech en Afrique. 19 pays, 450 000 utilisateurs, sa solution est connue, mais lui n'est pas connu. Pourquoi en fait? Et il utilise la blockchain en fait. Ah oui. Alors que tu vois aujourd'hui, les gens qui sont positionnés sur la blockchain, c'est les gens qui vont parler des cryptos, de spéculation et tout, alors qu'il y a des solutions qu'on peut résoudre en fait avec la blockchain en Afrique. Tu vois, pour rétablir par exemple la confiance des gouvernements et tout ça et tout. Tu vois, il y a des solutions, mais lui il n'est pas connu, pourtant il est excellent dans ce qu'il fait. Tu vois, c'est ça aujourd'hui mon combat en gros. Tu vois, c'est ça mon combat. Et pour moi, il y a énormément de choses à faire sur YouTube. Énormément de prendre ces experts-là et bien les placer, quoi. Bien les mettre sur YouTube et tout pour qu'ils soient visibles et qu'ils attirent en fait les prospects qu'ils méritent. Toi, ta vision sur les 10 ans, comment tu vois Brandéo? Ouais, en gros, donc comme je te disais, en fait, là on est sur la 2e année, on est vraiment en train de grandir. Et tout à l'heure, je disais qu'on allait revenir sur un truc, c'est le fait que
je crois aussi que je l'ai dit, le fait que pendant un moment, j'ai vraiment été dans l'ombre. Oui. Et c'était volontaire et involontaire. Volontaire parce que je voulais me concentrer sur la valeur, tu vois, et pas sur le fake. Moi, je suis quelqu'un je n'aime pas fake ce que je ne suis pas. Tu vois un peu, si je ne suis pas quelque chose, je ne vais pas faire comme si je le suis. Tu vois, c'est vrai que bon, il y a la culture, le fake it until you make it, bon, ça c'est un autre débat, mais moi je préfère travailler ma valeur de telle sorte que ma valeur soit reconnue naturellement, de telle sorte que je n'ai pas à faire d'efforts, énormément d'efforts pour faire reconnaître ma valeur tout simplement. Donc du coup, j'ai voulu vraiment me concentrer sur mes clients, mes clients, apporter des résultats à mes clients et vraiment rester là-dessus. Et après, ça c'était vraiment la partie volontaire. La partie involontaire, c'est que apporter justement des résultats, ça te prend tout ton temps. Du coup, tu n'as même plus le temps de dire que tu veux être visible. Donc en gros, j'ai le même problème que les experts que j'aide en fait. J'ai eu le même problème jusqu'à ce que je délègue. Et jusqu'à ce que Steve, en fait, entre dans l'écosystème et qui gère, en fait, la délivrabilité des clients, en gros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus de temps d'être assis avec toi et de parler. Avant, tu n'allais jamais me voir parler sur un podcast. J'étais toujours derrière les caméras. Toujours et toujours derrière les caméras. Même le podcast qu'on a fait avec Yannel et Wilson, tu vois. Parce que j'avais le temps de le faire. Oui. Tu vois. Mais sinon, ça devait pas être possible. Ça devait être on pouvait le faire, mais ça devait être très chaud, quoi. Ouais, je vois. Ça devait être très chaud. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, il y a eu un moment donné où, franchement, même bon, c'est vrai que là, j'essaye vraiment de sortir de l'ombre et vraiment de parler de ce que je fais parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand tu restes dans le bouche à oreille ou dans ton réseau, tu es très limité en termes d'opportunités que tu attires à toi. Du coup, il faut parler de ce que tu fais, en fait. Tu vois, il faut parler, il faut montrer ce que tu fais au monde. Et je me suis rendu compte que, frère, c'est pas pour me vanter, mais je fais des trucs intéressants, quoi. Je fais des trucs intéressants et il faut que je les montre, tu vois. Et c'est ce que je me suis dit. Donc, grâce à Steve qui a intégré le truc, aujourd'hui, j'ai réussi quand même à dégager un peu de temps pour créer du contenu, pour parler. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur LinkedIn. J'ai recommencé Instagram. Instagram, pourquoi? Parce que, en fait, mes clients sont sur Instagram. Ils ne connaissent pas qu'ils doivent être sur YouTube. Donc, moi, je dois aller sur Instagram, les prendre et les ramener sur YouTube. Tu vois un peu. Et puis, j'ai aussi ma chaîne YouTube que je vais continuer quand même d'alimenter. Parce que pour moi, ça reste aussi une vitrine. Et ça montre aux clients un peu ce qu'on est capable de faire et tout. Donc, en gros, progressivement, pour revenir à ta question, comment est-ce que je vois Brandeo dans 10 ans et tout. Donc, progressivement, déjà, c'est de pouvoir structurer la boîte, franchement, recruter des tueurs. Je veux des tueurs dans chaque domaine. Il y a du marché, les amis. Franchement, contactez-moi, trouvez mes réseaux sociaux si vous êtes bon. On va mettre les liens dans la description. Franchement, je veux des tueurs, je veux des gars qui comprennent ce qu'ils font. Tu vois, je veux pas des gens qui sont juste là, genre pour faire un travail et aller vite faire. Non, je veux des gens qui comprennent ce qu'ils font, qui ont cette volonté, cette capacité de pouvoir construire, qui veulent construire une boîte, qui veulent construire quelque chose de solide, quoi. Tu vois, parce que, gars, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens sont... Ce que les réseaux sociaux ont apporté, c'est le fait de faire du business en ligne. Les réseaux sociaux, tu vois, Internet, tout, c'est fait du business en ligne. En gros, tu as besoin de rien de physique et tu as juste ton ordinateur, tu es libre partout dans le monde. Ça, c'est une façon de concevoir le business. Mais pour moi, je ne conçois pas le business de cette façon. Pour moi, un business, c'est quelque chose que tu peux valoriser. Pour moi, un business en ligne, oui, c'est que tu peux le valoriser, mais c'est très difficile de faire, par exemple, racheter ton business en ligne. Tu vois, c'est très rare de voir des personnes qui ont racheté leur business en ligne parce que déjà, c'est rattaché à toi, ta personne. Et c'est pas possible, en fait, parce que si toi, déjà, Bref, quand le business dépend vraiment de toi, c'est très compliqué de racheter le truc. Donc, alors que, tu vas voir, la majorité des grosses boîtes aujourd'hui, c'est des boîtes qui sont là sur le terrain, quoi, qui ont des clients qui ont des clients de tous les jours et tout. Bon, après, c'est vrai que quelqu'un qui est sur le business en ligne peut avoir des clients tous les jours. Mais bon, c'est pas le bon argument. Mais tu as compris ce que je veux dire. En gros, c'est des boîtes déjà qui... il y a vraiment de l'humain derrière, quoi. Tu vois, il y a des équipes qui sont là. Il y a des bureaux, par exemple, qui sont là. Donc, moi, c'est comme ça que moi, je conçois le business. Moi, en fait, aujourd'hui, finalement... Comme je disais, le business en ligne a créé une autre opportunité, en fait. Une opportunité pour les business physiques qui vont associer digital et physique. Donc, c'est un peu aussi l'une des visions de Brandeo. C'est pour ça que, en fait, on a un studio. J'allais te poser la question, comment vous êtes venu à créer un studio? C'est vrai que l'histoire du studio,
c'est encore autre chose aussi. Okay. Mais en gros, c'est un peu ça la vision pour que tu puisses comprendre. Donc voilà, il y a cet aspect physique que on veut vraiment mettre en avant. Et ça nous permet aussi de nous différencier parce que, comme je t'ai dit, en fait, on a des concurrents, mais nos concurrents, en fait, ils n'accompagnent qu'en ligne. Ouais. Tu vois, nous, en fait, on est physique, on est là, tu peux venir dans les bureaux, dans le bâtiment, on peut se rencontrer, on peut travailler, on peut brainstormer. Et c'est ça, en fait, moi, c'est ça, l'un de mes secrets, le contact humain qui a fait en sorte que j'ai pu apporter toujours des résultats à mes clients. Oui. C'est parce qu'à chaque fois, on se voit, à chaque fois, on réfléchit, à chaque fois, on brainstorm, à chaque fois, on itère des trucs. Et c'est ça qui apporte toujours les résultats. Mais ça, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Tu vois, donc, pour moi, il y a vraiment cet aspect physique, mais développer vraiment des équipes un peu partout dans le monde et des points aussi un peu partout dans le monde pour répondre à ta question sur la vision, qui font en sorte que, voilà, on puisse vraiment aider les personnes, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, en Chine même, parce qu'en Chine, il y a du potentiel en Chine aussi, en Afrique. Bref, franchement, moi, c'est comme ça que je vois Brandéo sur le long terme. Être vraiment représenté un peu partout et tout, avoir des pôles un peu partout dans chaque région stratégique du monde, et puis, voilà quoi, mettre en place dans cet écosystème et tout. Et peut-être, le next step, tu vois, une fois qu'on aura stabilisé, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on est une agence, tu vois, donc la partie scalabilité n'est pas ouf, quoi, tu vois. Oui. Donc, du coup, il y aura cette, je sais pas encore quand c'est que ça va se matérialiser, mais l'aspect construire un SaaS, tu vois, qui va faire en sorte que, en fait, des personnes qui veulent faire de YouTube quelque chose de sérieux puissent en fait venir sur la plateforme et tout est déjà optimisé en fait pour pouvoir les aider à évoluer, quoi. Je vois. Donc ça, c'est un peu le next step. C'est pas quel moment on le fera, mais franchement, étape après étape, exactement. Quoi. Étape après étape, focus, quoi. Focus. Avoir une vision aujourd'hui comme ça, est-ce que tu as des gens qui t'inspirent? Ouais, j'ai énormément. J'ai des gens qui m'inspirent. J'ai beaucoup de gens qui m'inspirent. Il y a Jean Hollander, tu vois. Franchement, c'est une grosse inspiration pour moi. Marvin Diaye. Je vois ses franchement, lui, c'est même, je dirais même, en fait, c'est lui-même qui m'a inculqué sa vision du business, en fait. Tu vois, parce qu'on est beaucoup trop matrixé par les réseaux sociaux. Et je lui avais posé la question. Bon, parce que j'avais à participer, en fait, à ces événements présentiels et tout. Ok. Et du coup, je lui ai posé la question que, mais, moi, je vois les gens à Dubaï et tout ça, des business en ligne et tout. Moi, j'ai envie de faire comme il m'a dit, mais mon frère, bon, il m'a pas dit mon frère comme ça. Oui, mais il m'a dit non. Franchement, reste sur la valeur et tout. Tu vois ces gens à Dubaï et tout. C'est peut-être tu penses qu'ils ont l'argent, mais tu vas voir derrière, c'est le vide en fait. Ils n'ont même pas peut-être d'entreprise, ils n'ont pas de bilan d'entreprise en fait. Tu veux revendre quelle boîte en fait que tu n'as pas de bilan d'entreprise, tu n'as aucun patrimoine, tu n'as rien. Tu fais comment en fait, tu vois. Et c'est lui en fait qui m'a inculqué cette vision que même tu vois avant tu vois on était en mode s'expatrier, partir à Dubaï, partir tout ça, aller dans les paradis et tout ça parce qu'en mode on est en business en ligne, on veut fuir le système. C'est du bullshit, frère. C'est dans le sens où, en fait, en gros, tu peux construire aussi en France, quoi, dans le sens... Après, maintenant, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut, tu vois. Mais en gros, tu peux construire... Parce que l'avantage, par exemple, du système français, d'après ce que Marvin dit, tu vois, c'est que, en fait, en France, tu as la possibilité d'aller lever de la dette, d'aller lever du crédit. Ah ouais. Tu vois un peu, parce que peut-être tu as du patrimoine, tu as des salariés, tu as une structure et tout, et auprès des banques, tu peux facilement être crédit pour aller lever de la dette et aller faire plus, et après peut-être faire un exit ou revendre tes parts de la boîte, comme lui, regarde par exemple, mais lui il est riche, non? Oui. Mais il n'est pas là à Dubaï, quoi. Il est, tu vois, donc en gros, pour un peu déconstruire les gens qui pensent que ce n'est qui pensent que peut-être ce n'est qu'en allant en Dubaï que vous allez réussir. Certes que oui, l'avantage de Dubaï, c'est que peut-être tu n'as pas d'impôts, ça te permet de réinvestir, d'aller encore 2 fois plus vite. C'est vrai. Mais après aussi, gars, en fait, tout dépend des stratégies de chacun. Tout dépend des stratégies de chacun. Parce que après, c'est aussi vrai, tu vas voir des personnes qui peuvent aussi te donner de très, très, très bons arguments sur le fait de s'expatrier et tout. Okay. Tu vois, donc en gros, je peux citer ces 2 personnes-là. Jean Hollander et Marvin Diaye. Ok. Et toi, Jean,
Qu'est-ce qui t'a poussé après tes études de faire ce choix? Déjà que je faisais ça avant, même pendant les études, en fait. Ok. Et comme j'ai été matrixé par le contenu entrepreneur, Oui. franchement, pour moi, je n'avais pas une C'était ta route, c'était ce que tu levais et tout. C'était ça. Comment tu gères aujourd'hui, genre, ta vie personnelle, tu fais, genre, la charge mentale de travailler tout le temps, de faire ça, même pendant les études, comment tu gérais et tout? En gros, quand j'étais au Cameroun, et même quand j'étais ici, c'est pareil. En gros, je fais mes trucs à côté. Oui. Et moi, en fait, je me prépare uniquement quand il y a, par exemple, un devoir, un examen, une partielle et tout. Genre, je me prépare la veille. Normalement, c'est ça. Je suis au cours et tout, je suis tranquille, je prends les notes, tout. Mais quand je rentre, c'est le business. Voilà. C'est fini. Donc, dès qu'on sort de l'école, c'est fini comme ça. Ma casquette d'étudiant termine là. Oui. Dès que je suis à la maison, c'est autre chose. C'est le business, c'est ce que je fais et tout. Genre, donc, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Et à chaque fois qu'on a examen, donc, je me prépare la veille. Ok. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, en fait. Et tu as pu gérer, genre, ouais, j'ai pu gérer à fond. Ça, c'est par rapport aux études et tout. Oui. Mais après aussi, il faut pas se mentir, c'est que j'avais pas le même volume d'activité que j'ai en ce moment, que lorsque j'étais étudiant. Franchement, j'étais étudiant, j'avais pas un gros volume. J'avais même presque, je ne dirais pas rien, mais bon. Tu avais quelques clients et tout. Quelques clients vite fait, 2, 3. Et tu arrivais à gérer et tout. J'arrivais à gérer, c'était assez simple, c'était pas... Oui. C'était même pas compliqué. Mais est-ce que c'était un choix personnel de limiter à faire quelques clients? Même pas, parce que franchement, je me cherchais aussi, tu vois. Ok. Pendant un long moment, je me suis cherché. Pendant un très, très, très long moment, j'ai cherché. C'était pas ton premier business? Ouais, j'ai cherché ma voie, en fait. Genre, en gros, parce que moi, j'ai fait du dropshipping quand je suis arrivé en France. J'ai testé le dropshipping, en fait. Tu as fait tout le processus, je ne sais pas juste ce que tu as entendu, mais tu as fait tout. J'ai fait tout le processus. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 2 ventes. J'ai fait 2 ventes, mais après j'ai quand même décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte que ça devait me demander du budget pour pouvoir vraiment faire des trucs bien, quoi. Ok. Mais j'ai généré 2 ventes. J'ai fait tout le process, créa, publicité, sourcing, AliExpress, CG, dropshipping, tout le process, frère. Tu t'es formé, j'ai fait de Yomi, ouais. Ah oui. Non, bon. Ouais, donc en fait, pendant cette phase-là, je me suis beaucoup cherché, genre, qu'est-ce que je vais faire? Franchement, grosse phase de quête, quoi. Okay. Tu cherches et tout, tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Après, je me suis recentré sur moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire naturellement? C'est quoi mon avantage déloyal? Et ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est que tu dois réfléchir, en fait, qu'est-ce qui te différencie des autres? Quelle est la chose, quelle est la compétence, quelle est la connaissance, quel est l'atout même physique, que tu as et que tu peux en faire une force et potentiellement créer un business derrière. Moi, mon avantage déloyal, c'était que naturellement, je suis très bon en création de contenu. Même si tu me mets sur TikTok, je peux te faire des concepts qui vont exploser sur TikTok. Même si tu me mets sur quelle plateforme, même sur LinkedIn. Je ne suis pas expert LinkedIn, mais j'ai une expert dans mon équipe de LinkedIn. Parfois, je lui donne des idées. Parfois, il dit, mais mes idées sont toujours intéressantes et tout, tu vois. Mais bref, en gros, c'est un peu ça. J'ai cette faculté-là à comprendre les réseaux sociaux. Okay. Les réseaux sociaux. Et donc, c'est ça que j'ai décidé de mettre en avant, donc en me spécialisant sur la vidéo. Parce qu'il y avait plus ce besoin de vidéo, comme je t'ai expliqué, en gros. Tu as dit 2 ans que Brandeway existe. Ouais, c'est ça. Comment tu arrives à gérer? Non, pas 2 ans, 1 an et demi. Là, on est sur... mars 2026. Non, ouais, mars 2026. J'ai démarré en juin 2024. Juin 2025. Bon, on a 1 an et demi, quoi. On a 1 an et demi, ouais. Donc, tu t'en encore à la question, rappelle-moi. Comment tu arrives à gérer? Tu as géré, genre, c'est 1 an et demi avec ta vie personnelle et... Ah oui, la vie perso. Franchement, j'ai pas de vie perso, gars. J'ai très peu de vie perso. Tout est mélangé. Ma vie perso, pro, tout est mélangé, gars. Je compte pas le nombre de fois j'ai dormi au bureau. Je compte pas le nombre de fois j'ai dormi. Franchement, je sais pas comment j'ai pas fait de burn-out. Je bosse non-stop depuis... Jusqu'à présent, hein. Depuis, je sais pas, depuis les 1 an et demi, mais même avant ça, parce que
J'avais accumulé franchement, je suis dans le process depuis, je ne me repose pas en fait. Je sais pas comment je n'arrive pas à avoir franchement, gloire à Dieu, je sais pas comment je n'arrive pas à avoir de burn-out. Supporter tout ça, À supporter tout ça, toute la charge, toute cette pression. C'est vrai que parfois, il y a des moments où tu craques. Parfois, il y a des jours où tu ne veux pas travailler. Parfois, il y a des jours où tu te sens juste comme ça, tu te sens bizarre, fatigué. Tu vois, il y a des jours comme ça, mais, gars, on continue. Et moi, je sais pas, en vrai, je sais pas. Tu as vraiment une grosse force, j'ai une grosse motivation, hein, genre. Car, de toute façon, moi, j'ai pas le choix. Moi, je me suis mis dans une situation où j'ai pas c'est que je dois réussir ou je ne réussis. Je n'ai même pas, c'est que soit je réussis, gars. Il y a même pas une autre possibilité, en fait. Tu vois, il y a pas une autre, parce que, gars, le choix que j'ai fait, très peu de personnes le font, quoi. Surtout que, car on est venu quand même, on est étudiant. Après, il faut renouveler le statut, il faut changer de séjour en trouvant un CDI. Il faut faire plein de trucs. Et, gars, très peu de personnes ont le cran de prendre le risque. Le risque de tout. Donc, moi, je me suis dit, frère, moi, je paye quoi en réalité? Moi, je vais tester. De toute façon, même si ça ne marche pas bien, je suis jeune. Demain, même s'il faut retourner dans l'entrepreneuriat, dans le salariat. En fait, ce que je me suis dit, ok, pas de souci, teste le truc. Tu vois, même si après, il faut que tu cherches le travail. Tu vois, chercher le travail, il n'y a pas de souci, mais on teste d'abord le truc. Et même si ça ne marche pas à telle sorte qu'on rentre, que peut-être, c'est pas quelque chose de grave, c'est parce que je paye mes papiers ou que, parce que c'est lié justement à ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, mes papiers, aujourd'hui, sont liés à mon activité. Donc, en gros, si mon activité ne se passe pas bien et que je n'arrive pas à prouver à la préfecture que mon activité est capable de subvenir à mes besoins tactiques comme ça, en fonction de leurs critères, bah, je paye les papiers. Aussi simple que ça. Donc, du coup, je suis dans une posture où je n'ai pas le choix. Tu dois réussir, quoi. Je dois réussir et c'est très, 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 très difficile. C'est très, très difficile. Pour moi, c'est pas tout le monde qui peut supporter et réussir même dans l'entrepreneuriat parce que, gars, il y a trop de mensonges sur les réseaux, tu vois. Quand tu vois les gens te parlent de business en ligne, on a toujours l'impression que, genre, c'est quelque chose qui va changer ta vie, c'est révolutionnaire. Mon ami, c'est un vrai processus. Mon ami, tu vas souffrir. Moi, je te compte pas le nombre de fois j'ai pas eu l'argent pour payer mes prestataires. Je compte pas le nombre de fois j'ai eu des retards de paiement. Je compte pas le nombre de fois où franchement. Et comment tu genre, moi, je n'aimerais pas être à ta place en mode, je me dis, par exemple, la date de paiement, c'est demain. Et genre, comment gérer tes prestataires et tout. Gars, tu fais comment? Tu dois les expliquer la situation que chaud. On n'a pas d'argent dans les caisses. On n'a pas d'argent. Soit on n'a pas d'argent parce que peut-être à chaque fois on a. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que aujourd'hui tu es dans du moins, quand tu démarres vraiment de zéro, en fait, tu n'as pas de financement en gros. En gros, donc tu te finances par le chiffre d'affaires que tu produis. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est compliqué de gérer une boîte comme ça. C'est compliqué. Donc du coup, parfois, quand tu as des rentrées d'argent, quand ça rentre, automatiquement, ça ressort. Quand ça rentre, automatiquement, ça ressort. Tu fais du cash, tu fais du chiffre, si tu te donnes le chiffre d'affaires. Tu vas dire que, mais c'est incroyable, mais ça rentre, mais ça ressort. Ça rentre, mais ça ressort. Tu as l'impression, tu te dis, tu as l'impression que tu fais du cash. Mais tu fais du surplace en réalité. Tu fais du cash, certes, mais en réalité, tu es en train de faire du surplace. Donc, soit tu augmentes suffisamment ta marge, et c'est ça le problème aussi que j'ai eu. Tu n'as pas beaucoup de marge parce que tu as bradé tes prix, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que peut-être tu négliges le travail que tu fais. Tu es dans un écosystème, tu viens d'arriver en France, du coup, tu ne connais pas encore les codes, donc du coup, tu te dévalorises, parce que, entre guillemets, tu es dans une posture où tu n'as pas le choix. Il faut forcément que déjà, même si ce n'est que 400 € que le client doit te payer, il faut d'abord dire qu'il te paye ça, au moins tu vas voir la suite après. Tu vois que quand tu es dans ce contexte-là, à un moment donné, même l'argent qu'on te paye, ça ne suffit pas. Tu as l'argent qui entre, mais ça ressort. Tu as l'argent qui entre, ça ressort. Tu as l'argent qui entre, ça ressort. Donc, soit tu appliques vraiment tes prix. Et tu restes vraiment au tarif, de telle sorte que, ok, tu as de l'argent qui rentre, mais tu sais que, ok, peut-être il y a la partie prestataire, toi-même tu dois te payer, toi tu dois, peut-être tes logiciels que tu utilises, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Gérer une équipe, c'est compliqué. Gérer l'équipe, c'est compliqué. Tu dois payer les gens à temps, en heure. Après aussi, moi, la chance que j'ai une équipe très, très, très compréhensible. Du coup, qui me font confiance.
depuis, ils savent que même si c'est que ça déborde de 2-3 jours de le paiement, ils savent qu'à un moment donné, ils vont toujours recevoir leur paye. Ils savent qu'ils vont... Bref, on bosse, quoi. Ils connaissent le process aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant de travailler avec des gens comme ça. Ouais. Mais pour penser justement à la croissance, en fait, tu as besoin d'avoir les fonds, quoi. Même, parce que même pour scaler, en fait, tu as besoin de fonds, gars. Exactement, oui. Tu as besoin de fonds pour scaler. Parce que tu vas augmenter les charges, mais tu n'as pas encore forcément le retour sur investissement pour financer les charges, là. Ouais. Tu dois trouver l'argent. Du coup, tu es obligé, en amont, d'avoir quand même une certaine gestion de ta trésorerie, de telle sorte que tout ne sort pas, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc... Moi, je suis freelance, je sais genre comment l'argent rentre, je sais comment je dépense et tout. Comment gérer si tu as une équipe et tout? C'est ça qui est justement... Toi, tu es seul. Oui. Moi, je suis pas seul. C'est ça, le truc. Toi, tu sais que, ok, ça rentre, c'est pour toi, quoi. Oui. Moi, je dois gérer le monteur, la miniature, le mini maker, le scriptwriter. Je dois gérer tous ces gens-là, quoi. Le YouTube stratégie Steve, je dois tous les gérer. Il faudrait vraiment genre, avoir une putain de merde, genre. Tu dois faire, l'argent doit entrer. Et les clients, moi aussi, j'ai eu des difficultés comme ça pendant longtemps, des retards de paiement. Oui, ça, j'avoue, ça arrive très rare. Ça arrive trop même, des retards de paiement. Tu es obligé de faire avec, tu dois avoir une trésorerie. Tu n'as pas de trésorerie, tu vas t'obliger en train de courir derrière le client, tu vas être mal à l'aise, tu vas pas pouvoir apporter les résultats parce que tu n'es pas serein, tu stresses. C'est compliqué de gérer une boîte c'est compliqué. C'est compliqué, gars. Et je te parle comme ça des réalités qu'on vit tous les jours, gars. Ouais. Tous les jours. Franchement, c'est un processus. Les gens vont te parler de 10 000 euros sur les réseaux sociaux. Il fait 10 000 euros par mois. Ce n'est pas 10 000 euros qui est dans ta poche, mon ami. Ce n'est pas 10 000 euros dans ta poche. Ce n'est pas 10 000 euros dans ta poche. Désolé. Ouais. C'est pas 10 000 euros dans ta poche. Tu vois. Si tu as une bonne marge, ouais, tu peux sortir avec 4 ou 5. Ouais. Mais sinon, peut-être tu es en freelance, peut-être comme toi, où tu sais que tout ce qui rentre, c'est pour toi. Voilà. Oui, mais quand tu es en agence ou quand tu es conscient un peu comme moi, c'est un peu plus compliqué. Faut avoir plusieurs casquettes et savoir se gérer et tout. Ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, franchement, on me dit un seul mot, non. Business, non. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est intéressant. Ouais, j'apprends énormément, je deviens la meilleure version de moi-même. Exactement. Et franchement, peut-être c'est parce que j'aime ce que je fais, justement, j'ai pas l'impression de travailler que j'arrive à tenir et à ne pas faire de burn-out. Ouais. Parce que franchement, il y a très peu de personnes qui peuvent tenir mon rythme de travail. Ouais. Je dis vraiment en vrai de vrai, quoi. Je bosse plus que toutes mes équipes. Anecdote, avant que Steve n'entre dans la boîte et tout, en fait, il se plaignait toujours de moi que je suis pas réactif, en fait. Donc, soit, même que, surtout, en fait, il se plaignait sur pas mal de trucs, genre, j'ai écrit peut-être sur un sujet parce qu'à un moment donné, on voulait faire un truc et peut-être je n'ai pas été très réactif, ça a pris du temps pour... Il ne comprenait pas, en fait, parce que lui, il était comme toi, genre, il était comme solo, freelance, il faisait ses miniatures tranquille. Il ne comprenait pas, en fait. Ouais. Depuis je lui ai donné un peu de ce que j'ai au quotidien, le gars a compris que mon ami, la charge mentale des clients, gérer les clients, vouloir, en fait, c'est différent. Vouloir profondément apporter des résultats aux clients. C'est une charge mentale de ouf. Parce que les gens qui vont te prendre l'argent, ils s'en foutent. Il t'a facturé. Oui, il a encaissé. Maintenant, il s'en fout de savoir si tu as les résultats ou pas. Ouais. Tu vois. Mais avoir cette volonté profonde d'apporter les résultats à ton client, c'est une charge mentale et c'est un stress que tu prends et tu décides de porter sur tes épaules. Ouais. Et surtout si tu es un gars sérieux, quoi. Tu portes ça sur tes épaules. Chaud. Tu vois. Ton business, c'est ta vie, c'est ton état actuel. C'est ma vie, gars. Mon business aujourd'hui, c'est ma vie. Mon objectif, justement, c'est de pouvoir structurer de telle sorte que je puisse sortir progressivement. Mais moi, je suis content parce que, gars, quand j'écoute, par exemple, le parcours de Marvin, frère, c'est comme ça qu'il a travaillé quand il lançait Fréchéo et tout. Il dormait même dans ses bureaux, dans sa cuisine et tout. Moi, c'est ce process-là. J'aime ce process, en fait, tu vois. C'est pour ça que j'aime documenter ce que je fais. Parce que ce process-là, gars, ça vaut de l'or. Tu vois, moi, honnêtement,
j'ai pas une vie incroyable, tu vois. Oui, je vis mais... de strict minimum. Ma vie est même peut-être ennuyeuse. Mais gars, quand tu passes du temps avec moi, tu vas être constamment en train de travailler. Tu vas faire quoi d'autre, en fait? Tu vas faire quoi d'autre? Tu vas faire quoi d'autre, gars? Tu dois aller chercher les résultats. Tu dois aller atteindre les objectifs, gars. Tu n'as pas d'autre choix que aller chercher ce putain de résultats. Exactement, gars. Où est-ce qu'on peut te suivre? YouTube. Donc, peut-être si tu veux, on met la chaîne, on mettra la vidéo en collab et tout. Donc, YouTube, LinkedIn. Je vais t'envoyer tous les liens, Instagram. Et c'est tout. Tu as tous ces compétences et tout. Si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui, quelle formation tu le conseilles, par exemple? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Moi, personnellement, je dis parfois, il faut se ressourcer sur le marché anglophone. Mais toi, tu as suivi quoi? Quelle formation tu conseilles et tout? Ouais, c'est vrai que le marché anglophone est hyper avancé. Oui. Ouais, par exemple, sur YouTube, je te dirais pareil, d'aller suivre les gros YouTube stratégistes du marché anglophone. Parce que tu vois les chaînes comme les MrBeast, les grosses chaînes, il y a les YouTube stratégistes derrière. Hein. Les grosses chaînes, tu vois. Tu peux imaginer. Ouais. Il y a des personnes qui pensent les concepts. Il y a vraiment des gars, c'est leur boulot, en fait. C'est leur boulot. Comprendre YouTube profondément, penser des concepts. Parce que c'est pas encore développé chez nous, tu vois. Que peut-être les gens ne se rendent pas compte de la portée. Mais tu vois une entreprise comme la chaîne YouTube de MrBeast, parce que c'est une entreprise. Il y a des milliards, gars, qui sont générés à travers ça et tout. Gars, ça veut dire que les budgets qu'ils déploient par vidéo, ils sont sur des budgets colossaux. Tu vois, ils ne peuvent pas se permettre de flopper une vidéo. Donc, du coup, ils ont besoin des personnes qui comprennent, vraiment, qui analysent les métriques, qui jouent sur... En fait, c'est au millimètre près. Tout est mesuré. Et c'est le YouTube stratégiste qui mesure tout ça, qui s'assure à ce que, gars, tout soit parfait. Ouais. Tu vois, imagine... tu mets 1 million d'euros sur une vidéo. J'ai vu la vidéo de MrBeast. C'est le budget de 1 million d'euros. C'est le budget de 1 million d'euros. C'est le budget de 1 million d'euros sur la vidéo. Putain. Donc ces personnes-là, c'est des cracks, en fait. C'est des cracks, c'est des génies. Tu vois. Et pour moi, moi, j'aime ces gars parce que il faut pas prendre les personnes qui font le contenu divertissant de haut. T'as dit de haut, t'as dit, genre, les négliger en mode, c'est des gens qui... Franchement, derrière, c'est des gens très, très, très intelligents. Hein. C'est très, très, très intelligent, gars. Très, très... Parce que même pour percer dans le contenu divertissant, c'est pas facile. Hein. Oui. C'est pas facile. Donc, du coup, donc c'est vraiment là que je prends les infos. Et après, comme je te disais, j'ai des newsletters que je suis, j'ai des tu as des personnes à recommander. Bon, c'est vrai que les noms... Il s'appelle John. Je connais juste son prénom. Un gars que je suis beaucoup. John, c'est John YouShine, un truc comme ça. John, c'est ouais. Il y a aussi un... J'oublie juste les noms, mais sinon, moi, je suis abonné à les newsletters et tout. Et puis, je sais, à chaque fois que je reçois les newsletters, je regarde ce qu'ils font. Et puis, ouais, quoi. Pour moi, c'est pas juste une formation YouTube classique. Formation YouTube classique, c'est pas ça qu'il te faut pour être YouTube stratégiste. C'est pas une formation YouTube. Tu peux commencer avec une formation YouTube classique pour comprendre un peu déjà les bases et tout. Mais le métier de YouTube stratégiste, je ne sais même pas s'il y a une formation dessus. Je ne pense même pas. C'est pour ça que, justement, il faut aller suivre les personnes dont je te parle, en fait. Je pourrais peut-être te donner les infos, peut-être si tu veux mettre en description après. Mais ouais, c'est vraiment là-bas que je me forme. Et ici, il y a aussi beaucoup de pratiques du terrain, de l'itération, de voir ce qui marche, de comprendre, analyser le YouTube Studio du client. C'est un peu ça, quoi. En fait, tu dois être quelqu'un qui est analyste. Si tu es bon dans l'analyse, tu peux t'en sortir, quoi. Ok. Ah, franchement, on a découvert un métier complètement nouveau pour moi. C'est un métier. Ah ouais. C'est un vrai métier. Ok. J'espère que ça va susciter des vocations. Oui, c'est ce que je veux vraiment, genre... Franchement, c'est dit que YouTube, c'est une plateforme que tu peux maîtriser et en faire un métier, c'est quelque chose. Est-ce que tu as un truc, un conseil ou un truc à partager? Bon, ouais, pour moi, en fait, il faut se donner les moyens de faire ce que vous avez envie de faire, tu vois. Peu importe ce que ça te coûte, il faut que tu le fasses. 2020, quoi. 2020, 2021. C'était quoi ton déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est les contenus d'entrepreneurs, la lecture et tout ça, tu vois.
Ouais. Ouais. En fait, moi, tu vois, à la base, après le lycée, après le collège et tout, moi, au lycée, tu vois, j'étais quelqu'un de désordonné. Tu vois, le style d'élève, tu vois, qui fait le désordre en classe, qui lance les blagues. J'étais ce genre d'élève. Oh, c'est pas la même chose. C'est complètement différent, tu vois. En fait, en gros, ça venait... Après, bon, j'ai aussi eu à faire pas mal de travail sur moi. Ça venait plus je voulais attirer l'attention vers moi parce que je voulais combler un certain vide que j'avais pas, tu vois, et tout. Parce que vraiment, quand j'étais au lycée, j'étais vraiment très petit de taille. J'étais petit de taille, quoi, tu vois. Bon, après, c'est vrai comme si j'ai pas eu une poussée de croissance entre temps, mais c'était vraiment, ça se voyait. Là, je peux dire que bon, j'ai quand même je suis normal, quoi. Une taille normale. Mais sinon, quand j'étais plus au collège et tout ça, ça se voit. Et du coup, on a ado, les gens se moquent de toi, on te respecte pas, tu vois un peu. Il fallait trouver un truc. Il fallait trouver un truc pour attirer l'attention à moi et pour qu'on se dise ah ouais, il est cool. Et qu'on oublie ma partie que je suis petit de taille. Donc du coup, c'est pour ça que je faisais du désordre. Et du coup, il fallait aussi marcher avec les personnes qui font du désordre. Tu sais, toujours dans les collèges, il y a toujours une bande de bad boys, de désordonnés et tout ça. Voilà. Donc du coup, il fallait que je sois avec eux pour attirer cette attention et pour combler le truc. Donc, en gros, c'était un peu ça, mon collège et tout. Surtout ma fin de cycle, seconde, première, terminale. Ouais, c'était vraiment dans cette phase-là et tout. Et quand on a donc eu le bac, je me suis rendu compte qu'en fait, ces personnes-là que je côtoyais, oui, et que je considérais comme mes amis, en réalité, c'était pas vraiment mes amis, quoi. Tu vois, c'était pas vraiment mes amis, quoi. Je me suis rendu compte de ça et je me suis dit ah ouais, en vrai de vrai, au final j'ai pas d'amis, quoi, en réalité. Genre, tu imagines un peu genre la crise d'adolescence que genre, tu vois un peu, tu sais quand on est ado, genre c'est important, genre mes amis, et tout. Mais je me suis retrouvé là, mais j'ai pas d'amis, gars. Je me suis dit, gars, en fait, je me suis retrouvé comme ça. Tu avais un monde, mais tu étais seul dans ton monde. Ouais, exactement. Et non, parce que après, tu vois, il y a eu une phase entre guillemets, de séparation. Tu vois, quand on obtient le bac, après chacun prend sa route. Et c'est pendant que le fait j'ai pris ma route là, bon, chacun part dans son université. C'est en fait là que je me suis rendu compte que, gars, j'ai pas d'amis, quoi. J'ai des connaissances, je parle avec des gens, mais en vrai, de vrai, gars, pourtant, j'ai eu l'opportunité, quand j'étais au collège, d'avoir de vrais amis, tu vois, de développer une amitié, du moins une relation amicale avec des gens, mais je ne l'ai pas développé parce que j'ai voulu aller faire le désordre pour marcher avec les personnes, justement, tu vois un peu. Et du coup, j'ai négligé ces amitiés-là et je ne les ai pas entretenues, donc du coup, on s'est perdu aussi de vue, mais j'ai voulu plutôt suivre cette bande de personnes et tout ça, tu vois, ou du moins des personnes. Donc c'est un peu ça, donc je me suis retrouvé un peu comme ça, mais un peu seul, pas d'amis, personne, pas de cercle, tu vois. Du coup, je me suis dit, what? Qu'est-ce que je vais donc faire? Et c'est comme ça que, progressivement, bon, j'essayais de combler le vide par quelque chose, en fait, tu vois. J'essayais de trouver quelque chose qui allait m'occuper et qui allait me faire devenir quelqu'un d'intéressant. Donc, en fait, tu vois, j'ai substitué le truc. Et je suis donc tombé sur la lecture. En gros, j'ai commencé à taper sur Google, genre, comment devenir riche, comment... C'était ça, en 2018. Ouais, exactement. Tout le monde a tapé ça, gars. Comment gagner de l'argent et tout, ouais, exactement. Sur YouTube, les $0,1 par jour, exactement, voilà. C'est comme ça que je commence, en fait. Et après, quand je regardais les vidéos, donc je commence très tôt sur YouTube à regarder le contenu sur YouTube. Et c'est comme ça que quand je regardais les success stories des gens, j'ai commencé à me documenter c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite. Parce que ce sentiment-là de solitude que j'ai eu m'a poussé justement à vouloir réussir et à me dire qu'il faut que je fasse quelque chose parce que il fallait que je me construise, qu'il fallait que je devienne quelqu'un, quoi. Parce que en vrai de vrai, c'est comme si je me connaissais même pas. Genre, en fait, pendant une longue phase de ta vie, tu as vécu pour les gens, tu as fait des trucs pour les gens, tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais rien de toi, quoi. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas qui vivent énormément, pour le regard des gens. Énormément, en fait. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la fracture, la cassure, et je me suis dit, franchement, là, je vais vivre pour moi, je vais faire des trucs pour moi, je vais me
me transformer, en fait. Et c'est là où ma transformation a commencé. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours dans le même process, en fait. Je n'ai pas eu un jour de répit. Tous les jours, en fait, depuis que j'ai ouvert mon tout premier livre, Père riche, Père pauvre, jusqu'aujourd'hui, en fait, je suis dans le même mindset. C'est-à-dire le mindset de m'en sortir, de construire quelque chose à impact qui va résoudre des problèmes, apporter des solutions. Maintenant, c'est clair que dans le process, en fait, il y a eu des phases de naïveté aussi. À un moment, on est passé par les paris sportifs parce qu'on se disait que, ah ouais, peut-être c'est le business qu'il faut faire rapidement et tout. On est passé par plein de trucs, par les cryptos. Bon, pour la crypto, par contre, bon, c'est pas péjoratif, hein. C'est pas péjoratif, mais voilà. Un peu manque d'informations. Exactement. Je suis passé par plein de trucs, par le MLM, pas les trucs, je sais pas, Omega Pro, je suis passé par plein de trucs, les trucs que tu investis, par tellement de trucs, par ce process-là, de gagner de l'argent, d'être indépendant. Bon, après, au départ, c'était vraiment ça, juste gagner de l'argent. Moi, aujourd'hui, ma vision est un peu plus grande. Ça, ce n'est plus juste de l'argent. Pour moi, c'est l'impact, en fait, que je recherche. Et en fait, c'est ça, quoi. Passer de cet homme, de ce jeune, bon, disons, qui faisait des blagues pour les gens, à l'homme que tu es devenu aujourd'hui. C'est incroyable, gars. Les gens ne me reconnaissent pas, en fait. Ouais. La majorité de mes camarades et tout, franchement... Tu as tous les contacts avec eux? Franchement, il dit justement, j'ai gardé contact avec pratiquement personne. Vite fait, tu vois, mais il n'y a pas de lien, tu vois. C'est là où tu comprends qu'effectivement... Après, peut-être aussi le fait que je me suis aussi mis dans ma bulle, quoi. Parce que, franchement, l'entrepreneuriat, je dirais que ça m'a vraiment désociabilisé, en fait, à un moment donné, tu vois. Et j'étais vraiment focus, en fait, dans mes livres, dans ma lecture. Aujourd'hui, je ne lis même plus comme avant. Au début, je dévorais les livres, car je dévorais Père riche, Père pauvre, réfléchir comme devenir riche, les 7 habitudes de sécurité, je dévorais les livres. Car je sais pas quel livre j'ai pas lu, gars. J'ai dévoré les livres au début, gars. C'est ça qui a fait le switch, en fait, dans ma... Et j'ai été vraiment, je t'ai dit, j'ai été matrixé. J'ai vraiment été matrixé, en fait, dans le sens que, gars, dans ma tête, c'était que l'entrepreneuriat, en fait. C'était, genre, je me suis dopé à l'entrepreneuriat, gars. Et c'est ça qui m'a permis, jusqu'aujourd'hui, en fait, de ne pas vaciller, quoi. Parce que, en fait, déjà, j'ai consommé le contenu entrepreneuriat 24 heures sur 24 pendant peut-être même 5 ans de ma vie, gars. Je suis resté là-dedans, même jusqu'aujourd'hui, en fait, je t'ai dit, je suis resté là-dedans, en fait. Et tu ne penses pas que tu vois, l'équilibre avec ta vie, avoir des amis, sortir par exemple, parfois, tu es jeune, genre, sortir par exemple, partir en boîte, ça passe si tu pars en boîte ou... Ouais, ça m'arrive de temps en temps, gars. Dans le parcours entrepreneurial, est-ce que c'est possible d'avoir cet équilibre-là? Ouais, c'est possible, c'est bien possible même, c'est bien possible. Pour moi, en fait, aujourd'hui, en fait, j'ai quand même bâti un cercle autour de moi, tu vois, genre, aujourd'hui, j'ai des amis, mais en même temps, c'est des partenaires de travail, tu vois, un peu dans... au début, genre, pendant les années où tu... Ouais, non, au début, franchement, j'étais tout seul, quoi. Je faisais des choses, j'étais encore au Cameroun, tout seul, dans mes lectures, dans mes livres et tout. Et après, c'est quand j'ai vraiment commencé à créer du contenu sur Facebook, avec Étincelle, comme je te parlais au début, où vraiment, il y a eu cette communauté qui a été créée. Et c'est là où, en fait, j'ai trouvé mes amis, mes partenaires et tout ça, tu vois. Donc, c'est un peu toujours dans cet univers entrepreneurial au final, tu vois. Donc, en fait, je dis que, gars, tu vas voir même mes conversations avec mes amis. C'est des business, c'est des trucs, tu vois, c'est des projets, c'est des trucs qu'on doit bosser, Après, gars, je t'avoue que, à un moment donné, tu te dis, bon, tu es quand même en train de passer à côté de ta jeunesse, tu vois. Donc, en gros, il faut essayer quand même de trouver une sorte d'équilibre, de juste milieu et tout. Moi, parfois, de temps en temps, gars, moi, en gros, parce que je peux pas, c'est pas logiquement possible d'être que travail pendant des années. Donc, du coup, moi, par exemple, quand je rentre, franchement, je laisse tout. Sérieux? Bon, parfois. Mais je fais le maximum, quoi. Mais quand je rentre, gars, c'est mon moment de détente, de décompression, en fait. Tu vois? Moi, le soir, franchement, c'est le meilleur moment de ma journée. C'est-à-dire, quand je suis rentré, j'ai pris ma douche, soit peut-être je suis allé courir, j'ai pris ma douche, je me pose
Avant, c'était YouTube que je consommais quand je mangeais. Oui. Genre, je regardais et tout. Mais aujourd'hui, bon, c'est plus Netflix que je regarde. Pour moi, en fait, c'est pas péjoratif, quoi. Pour moi, c'est mon moment à moi de te retrouver. De me retrouver à moi-même à titre perso. Oui. Et puis voilà, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que j'arrive finalement à relâcher un peu la pression et tout. Ok. Donc, chacun trouve son truc, quoi. Ouais, chacun trouve son chacun trouve son péché mignon. Car moi, je regarde Netflix, YouTube. Tu m'as dit que tu pars courir, tu es sportif, genre tu pars à la salle et tout. Ouais, course à pied beaucoup plus. Ok. Ouais. Est-ce que ça te permet, en gros, il y a certains qui disent faudrait faire une activité quand tu entreprends à côté. Grave. C'est hyper important, gars. Pour moi, la course, franchement, ça m'aide tellement de relâcher la pression et tout. Franchement, la course, gars, je kiffe, man. La course à pied, franchement, pas besoin aussi de courir pendant trop des longtemps, heures. Ouais, 10-15 minutes, ça produit l'effet. Ça te libère, ça te vide. Et surtout quand il fait froid, moi j'aime. Ouais, quand il fait frais là et tout, ouais. Parce que quand tu cours ton corps en chaleur et tout, donc du coup, le ressenti n'est pas le même si par exemple tu es en train de marcher et tout ça, ou tu es juste dehors. Non, là tu auras froid. Mais quand tu cours, c'est pas pareil. C'est frais et tout, ça te libère l'esprit de ouf, quoi. Ça te permet de te sentir bien. Donc moi, les gars, j'avoue que quelqu'un qui n'est pas dans cette phase et tout peut comprendre. C'est bizarre de penser comme ça. J'ai une vie vraiment très, 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 très bizarre. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. C'est extrêmement décalé de la norme. Mais pour moi, c'est le prix à payer pour la réussite que tu veux. Pour atteindre l'impact que je veux, quoi. Ouais. Franchement, c'était... Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de trucs. Et là, on tend vers la fin. Est-ce que tu veux offrir quelque chose ou bien un truc ou pas? Ouais, donc par rapport au recrutement, on va mettre les liens en dessous de... Peu importe, que vous soyez en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, franchement, et que vous passez par là, si vous voulez bosser avec moi, avec nous, avec Brandéo, franchement, intégrer la team. On va faire des choses incroyables. Faudrait que vous ayez la vision. Exactement, le focus, se concentrer sur une seule chose, devenir le plus excellent possible dans ça. Dans son domaine, Parce que quand tu vas te rendre compte, que, gars, quand tu veux faire un travail de qualité, tu vas te rendre compte que trouver des personnes qui sont capables de te faire ce travail de qualité-là, c'est rare, en fait. Ouais. Ils ne courent pas les rues. Donc, du coup, les gens ont l'impression qu'il y a la concurrence, que c'est trop tard pour se lancer sur tel truc, alors que c'est pas trop tard. Pas du tout. Il y a encore tout un marché à apprendre, tout un marché à conquérir. À partir du moment où vous êtes bon, moi, je suis prêt à payer un prestataire à son juste prix. Mais s'il te plaît, fais-moi un bon travail. Ouais, j'avoue. S'il te plaît, fais-moi un bon travail. S'il te plaît. Oui. Donne-moi ton prix, je vais te payer. Mais fais-moi le bon travail. On est à la fin de notre épisode avec Fanel. Et sincèrement, merci pour ton partage d'expérience. J'ai beaucoup appris. Et vous aussi également, j'espère, et je crois, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, on mettra le lien de la page de candidature dans la description. Aussi, tes réseaux pour te connaître, pour ceux qui veulent connaître ton parcours aussi, être en relation avec toi aussi. C'est une communauté qui va se créer et tout. Donc voilà. Plaisir. Merci pour votre attention et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Let's go.